C'est rare que ce soit prêt autant en avance, on va dire. En général, quand je trouve les trucs, c'est souvent au dernier moment parce que voilà. Ah, et quelqu'un qui me contacte pour un... Euh... Voilà, excusez-moi, je répondais à un ou deux messages. Hop. Hop, voilà. Mais ouais, comme je disais, ouais, c'est vrai que souvent les news tombent en général un peu au dernier moment. Enfin, vu que je fais le live le jeudi, il se passe un ou deux trucs et tout, mais des gros trucs, il n'y en a pas tant que ça, donc ça arrive souvent ouais, le week-end ou quelques jours avant, quoi. Voilà, c'est tout. C'était la petite info. Là en plus c'est sur un article que j'ai quand même lu en diagonale, histoire de m'assurer que ça parlait bien de ce que je voulais, voilà. Merde, c'est pas là que je voulais aller. Ça parlait bien de ce que je voulais, que ça disait pas trop de conneries, que c'était quand même un peu long. Donc comme d'hab, c'est un article qu'on va lire, un peu découvrir ensemble. Je vais pouvoir le commenter. Voilà. Commenter l'article, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Enfin bon, on est sur une fin de semaine ici par contre, donc ça c'est cool. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, si le live doit durer plus longtemps, et bah il durera plus longtemps. Mais ouais, il peut durer, il n'y a pas de limite. Et ça c'est plutôt cool. Bonjour Ezekiel, comment ça va? Merde, c'est pas là que je voulais aller. Putain, du coup, je lisais vite fait le chat. Comment ça va? Comment c'était la journée? T'es en vacances déjà toi ou pas? Non, hein? Écoute, est-ce que c'est mal pris si je te dis que moi c'est ma fin de semaine? Bon, en vrai, je travaille dimanche, mais voilà. Et que j'ai pas bossé vraiment de la semaine, que je suis venu pour rien, donc que ça va. Je sais pas, hein, moi je demande. Calme pour une fois. Bah après j'allais dire en été c'est pas toujours calme. Ah demain les ouais. Et demain les vacances. Oui d'accord ouais tu l'as posé le vendredi. Ok. Et je suis très content car je sais pas si on le voit de côté, on le voit pas beaucoup, mais je crois que je l'ai mis sur Twitter mais pas sur le Discord. J'ai une vraie chaise de bureau, là je suis assis dans une vraie chaise de bureau qui m'a coûté, devine combien? Je crois que je te l'ai pas dit en plus. Que j'ai ramené du boulot, hein. C'est de la récup. C'est de la récup et il y a juste genre le faux cuir sur un accoudoir qui s'est un peu barré. Mais ouais non c'était vraiment une semaine cap. J'ai quand même bossé sur des trucs perso qui pressaient peu. Donc c'est cool parce que j'ai quand même pu les faire. On a fait un peu de tri, on est allé à Ikea. Je suis très content parce que je suis allé à Ikea. Et même si... Oula, je suis en train de voir des putains de traces d'huile avec la lumière là. Parfait. Parfait, je vais avoir du ménage de ouf encore. Pardon. Plus ça va, plus je découvre des trucs à nettoyer dans cet appart. Ça me gonfle. C'est pas moi qui ai fait ça. C'est absolument pas moi qui ai mis autant d'huile sur ce mur.
Je ne sais pas d'ailleurs comment on peut mettre autant d'huile sur ce mur là. Vivement que j'ai de la crédence. Bref. Ah oui, Ezekiel, ils viennent pour repartir en lurk. Mais non, pardon, là, je m'énerve un petit peu. Je m'énerve un peu tout seul parce que dans mon appart, quand je l'ai récupéré, il était déjà pas forcément très très propre. Parce que l'ancienne locataire avait vraiment laissé des trucs bien incrustés. Donc je donne toujours des petits coups pour désinfecter et tout, et je l'ai quand même bien nettoyé. Mais j'avais pas... c'est rare qu'en fait d'ici... Faut vous dire que de là où je suis, en fait, la lumière passe par la fenêtre. Et en fait, si je me penche, c'est pour ça que je l'ai pas vu, j'ai sous une étagère de la cuisine une zone où je vois qu'il y a... Putain, je sais pas ce que c'est. J'ai presque envie de couper le live pour aller nettoyer. Je ne le ferai pas, je le ferai après. J'ai la journée de demain pour ça, voilà. Mais putain, plus ça va, moins ça va, quoi. Je pense qu'après, je me suis énervé aussi. Je m'énerve aussi parce que là, j'ai reçu un message de quelqu'un qui essaye de surnégocier un truc que je revends. Et ça, je trouve ça horrible. Pourquoi, quand les gens, tu mets un truc à vendre d'occasion, ils veulent l'acheter moins cher? En fait, si tu le revends, en général, c'est que tu en veux plus, mais que juste t'es un peu précaire et donc ça fait toujours du bien d'avoir 30 balles qui rentrent. Genre là, je revends un four avec la preuve d'achat qui montre que le truc a 1 an. Le four, je l'ai acheté 65 euros. Et la personne me dit non, vu l'état, 10 euros. Il a juste de la poussière parce qu'il a, il a traîné, il faut que je redonne un coup dessus, quoi. Mais t'es là, genre, bah non, en fait, tu vas pas payer ton four 6 fois moins cher parce qu'il a 1 an. C'est. C'est un truc que je comprends pas. Genre, si le prix est trop cher pour vous, attendez d'en trouver un moins cher. Je veux dire, il y a plein de gens qui doivent vendre des fours à 10 euros. Je sais pas. Bref, ouais. N'en parlons plus. N'en parlons plus, n'en parlons plus. On va être sur autre chose. Et d'ailleurs, tiens, j'y pense, Zikel, ton arrivée m'y fait penser parce qu'on en avait parlé, même si j'en avais parlé en live, du fait que je suis repassé, il y a le streamer que Squeezie avait aidé, là, il y a 2 mois, 3 mois, je suis repassé par curiosité encore sur son stream et en fait, je me sens un peu triste parce qu'en fait, il a encore beaucoup de viewers. Là, il avait 1900 viewers, entre 1008 et 1009 sur son live. Donc ça fait à peu près... Non, ça fait 1 mois. Ça fait 1 mois à peu près, même pas, qu'il l'a aidé. Il est passé d'une moyenne de plus de 5 à 6 000 viewers sur les premiers lives à plus ça va, en fait, moins il y en a. Moins il y a de follow et moins il y a de subs et tout. Même là, les subs, il avait 15 000 subs le mois dernier. Là, il en a déjà... il en a déjà plus que 8000. Voilà. Il a perdu plus de la moitié. Alors ça fait beaucoup encore, 8000 subs. 8000 subs, ça fait, ça fait environ 16 000. 16 000 balles. Ouais, c'est ça 8000, ouais. Ça fait plus de 16 000 balles. Ça fait presque 20 000 euros en brut. Donc ça reste bien. Voilà. Sachant que dans les 8000, il y en a évidemment qui datent du mois dernier et tout, mais ça fait combien par curiosité les 15 000, ça fait 15 000 fois minimum de 40. Ouais, ça faisait 36 000 euros le mois dernier. S'il refait 20 000 aujourd'hui, ce mois-ci, il a de quoi tenir. Il a de quoi tenir peut-être 1 an, quoi. Mais ça me rend super triste parce que du coup, en fait, le gars a juste fait un buzz qui a une durée mais ultra courte. Pour du coup aujourd'hui retomber de ouf et je pense que dans 2-3 mois le gars en fait on n'en entend pas parler, plus parler, c'est un peu triste. Bref, voilà. Voilà. On va partir sur les infos. On part sur les infos. Alors je récupère normalement si je me mets comme ça. Yes. Alors il va falloir que évidemment
tac. Tac, voilà. Alors, on va couper la musique pour être tranquille. Voilà. On est donc sur un article du site yanou.com. C'est un site apparemment qui parle d'accessibilité. Je connaissais pas spécialement. Enfin, si on regarde, hein, je crois que c'est ça. C'est spécialement des sourds. Mais je crois qu'il parle d'accessibilité. Ouais, voilà, de handicap. Voilà, culture et handicap et tout. Ça a l'air pas mal, mais j'ai surtout lu cet article du coup qui a été partagé récemment. Un article qui s'appelle Jeunes sourds, oralisation toute. Le titre, ça annonce, annonce la couleur. Le titre pique un peu, je vous avoue. Mais peut-être que c'est juste pour faire du buzz, on sait jamais. Non, en vrai, c'est un petit peu inquiétant parce que c'est un article qui date du 6 août, donc qui est très récent. Hein, c'est pas un article qui date d'il y a des années et tout, ou qui parle de ce qui s'est passé avant. Ça parle en fait de l'éducation des jeunes personnes sourdes. Donc, comme vous le savez, de manière générale, quand on est sourd, en gros, plus ou moins, il y a trois chemins. C'est un peu plus subtil que ça, évidemment, parce que c'est de l'humain, mais globalement, au niveau de l'apprentissage de la langue, ça va être soit on n'est que sur de la langue orale et éventuellement une implantation et des appareils et donc des cours d'orthophonie pour apprendre à parler et apprendre à entendre avec des appareils. Soit c'est éducation orale plus langue des signes, donc bilingue, et après en général l'enfant choisit, en priorise une des deux. Soit c'est en gros pure langue des signes. C'est beaucoup plus rare, c'est souvent des enfants sourds de parents sourds qui ont ça. Mais c'est assez rare de voir des sourds qui sont purement dans la langue des signes dès la naissance. Ça existe, hein, mais voilà. Mais en gros, c'est les trois chemins qu'il y a. Et c'est vrai qu'en général, souvent, l'accès à la langue des signes est quand même assez compliqué, tant pour les familles que pour les enfants. Donc on se retrouve avec des sourds qui savent globalement assez bien oraliser, assez bien lire sur les lèvres, et éventuellement assez bien utiliser leurs appareils quand ils ont... jusqu'à... Voilà, ils sont ados, ils deviennent adultes, ça va. Mais souvent, après, ils se retrouvent un peu bloqués dès lors qu'ils veulent s'engager dans la communauté sourde, discuter avec des sourds, ou en tout cas avec des signants, parce qu'ils connaissent pas la langue des signes. Alors, c'est pas forcément leur langue, mais en tout cas, c'est une langue qui a été créée, qui existe, et qui appartient aux sourds quand même, mine de rien. Et du coup, c'est un peu dommage parce que ça contribue, ça crée du rejet, ça crée de l'incompréhension. Du coup, c'est un retard parce que du coup, on apprend vraiment. Alors que si on l'apprend quand on est bébé, évidemment, enfin quand on est petit, évidemment, on l'apprend mieux, on la retient mieux. On apprend beaucoup mieux les langues hein, quand on est enfant. Si vous vous amusez à parler plusieurs langues à un enfant jusqu'à ses 3-4 ans et que vous perpétuez l'usage a posteriori des langues, il retiendra beaucoup plus facilement la façon dont fonctionne la langue et tout. Il n'y aura pas forcément besoin d'avoir un passage par le scolaire. C'est bien, mais voilà. Et surtout que la langue des signes, on en fait un peu tout un business et tout un foin avec des livres sur le bébé signe, des crèches avec enfants entendants où on utilise le bébé signe parce que c'est important qu'ils puissent communiquer à partir de 6 mois. Par contre, un enfant sourd qui a 6 mois, en général, on va chercher à déjà l'implanter. Je crois que c'est à partir de 4 mois qu'on peut implanter quelqu'un. Donc bref, pas le feu. Vous voyez la situation, pour vous faire un petit résumé, c'est pas le feu. C'est pas le feu. On a développé quand même, voilà, il y a des écoles bilingues qui existent, donc des écoles où les cours sont donnés en français oral et en langue des signes française. En général, le prof fait les deux en même temps, ou alors il y a un interprète à côté. On a aussi des AVS, des auxiliaires de vie scolaire, donc des personnes en fait qui accompagnent des jeunes handicapés qui sont dans ce qu'on appelle des milieux ordinaires. Donc c'est des écoles où c'est les écoles en gros par défaut qui sont faites pour les valides. Voilà, où il n'y a pas spécifiquement d'accès handicapé. Elle n'est pas spécialisée dans le handicap, le contraire d'un milieu ordinaire. Du coup, c'est un milieu spécialisé. Par exemple, l'Institut national des jeunes sourds de Paris est un milieu spécialisé. Voilà, parce qu'il est dédié aux élèves en situation de handicap, aux élèves sourds et aux élèves sourdes. Voilà, c'est pour que vous puissiez faire la différence entre les deux. Donc on a des AVS, voilà, on a des structures comme les INJS, on en a de mémoire 5 en France, 5 ou 6. Il y a Bordeaux, il y a Toulouse, il y a Chambéry, il y a Paris, et j'oublie le dernier. Voilà, qui sont spécialisés, qui accueillent des élèves sourds, qui sont des établissements privés,
avec des professeurs spécialisés, donc des professeurs qui parlent la langue, des éducateurs aussi sur place qui parlent la langue, donc tout un domaine. Bon, c'est surtout sur des grandes villes, mais ça existe, c'est accessible, il y a de l'internat, c'est pas la fête, c'est beaucoup plus compliqué d'accéder globalement à l'éducation que quand on est entendant, mais ça a le mérite d'exister. Évidemment, c'est très loin d'être suffisant, hein, d'accord? Parce que même à l'école, même en Ulysse, donc c'est les classes adaptées, vous avez une Ulysse souvent par école. L'Ulysse, c'est unité d'enseignement spécialisé, j'ai oublié ce que ça veut dire. En gros, c'est une classe avec des élèves handicapés. Soit c'est un handicap spécifique, même si t'es pas censé savoir ce que c'est, tu peux dire, bah nous on se spécialise, on a un prof spécialisé par exemple pour les jeunes aveugles, qui va donner des cours en braille et tout machin. C'est vrai que c'est pertinent du coup de mettre tous les jeunes aveugles en même temps, comme ça t'es sûr que t'as un accompagnement de qualité et pas un truc au pif. Mais tu peux avoir aussi un élève autiste, un élève handicapé moteur, un élève sourd, tu peux avoir un mélange de tout ça, et ils sont dans un milieu ordinaire pour pouvoir être un peu préparés aussi à ce qu'ils font des inclusions des fois dans certaines classes, à certains cours, pour pouvoir à terme être déjà un petit peu adaptés quand ils iront au collège et que l'Ulysse n'existera plus, au lycée, dans le milieu professionnel, parce qu'évidemment dans les milieux professionnels, il n'y a pas beaucoup de solutions pour les personnes handicapées, donc en gros ça leur apprend à s'adapter. Donc vous voyez, il y a eu des trucs qui se sont quand même passés. C'est pas suffisant, à mon sens, comme je dis, c'est pas suffisant. Voilà, comme on dit, hein, ils apprennent les personnes handicapées apprennent à s'adapter aux personnes valides parce qu'elles n'ont pas le choix en fait. Et nous, on a tellement l'habitude qu'elles s'adaptent à nous qu'on considère ça comme normal que ça complique encore plus l'inclusion. Là, par exemple, vous voyez, je vois un truc tout bête. Si je passe sur jeunes sourds, je vois qu'on me propose d'écouter. Alors, ah oui, non, je l'ai mis en muet. Mais si je fais ça, si je sélectionne du texte, jeune sourd, j'ai une voix qui me dit ça. Alors, ça paraît débile en fait. Enfin, ça paraît débile. Quand on n'a pas l'habitude. Et en fait, c'est vrai que même moi, j'y pense même plus parce qu'après, les personnes aveugles, enfin, la cécité, voilà, cherchez le nom. J'allais dire l'aveuglisme, non. La cécité, c'est un handicap que je connais très peu. Mais effectivement, pour rendre un site accessible, alors il y a des machines qui existent, il y a des navigateurs web spécialisés là-dedans. Mais le site web en lui-même peut aussi se rendre accessible. Évidemment, bah là, beaucoup de sites ne le sont pas, parce que c'est vrai que moi ça fait très longtemps que j'avais pas vu juste le fait de sélectionner du texte. J'ai un dictionnaire, si je veux, qui m'explique ce qu'il peut y avoir. Alors après, bon, je sais pas comment il marche leur dictionnaire, mais voilà. Une traduction. Alors je pense que c'est une traduction Google Trad, mais vous voyez, pareil, je le mets allemand. Tugendorpt, voilà. Le texte a été traduit avec un logiciel généré. Donc ils expliquent, vous voyez. Mais c'est déjà bien, il y a beaucoup de sites qui font pas ça. Il y a beaucoup de sites où il faut passer par des trucs externes. Et le fait de parler, ça le rend accessible. Donc on voit que c'est quand même un site qui non seulement parle de handicap, mais qui, je pense, est fait par des personnes concernées. Sur ce, on commence. Donc il s'agit de Jeunes sourds aux réalisations toutes. Un article qui est sorti le 6 août 2021 sur yanou.com. Yanous, je ne sais pas comment le prononcer. Je balance le lien et on se fait la petite lecture et les petits commentaires. C'est un peu de la découverte, comme j'ai dit, je l'ai lu en diagonale. Hein. Juste pour m'assurer des trucs. Ah, alors ça je reconnais, c'est la statue de l'abbé de l'épée à l'Institut National des Jeunes Sourds, justement, vous voyez. Ouf. Alors c'est là qu'on voit que je suis un peu trop dans la surdité. Un rapport du Conseil scientifique de l'éducation nationale publié début juillet s'assoit sur le libre choix par les parents du mode de communication de leur progéniture, pourtant inscrit dans la loi, et renvoie les enfants sourds vers l'oralisation généralisée pratiquée au siècle dernier. Réaction. Alors quand il parle de inscrit dans la loi, ça veut dire quoi? On a une loi, je vais vous la montrer avant de continuer pour que vous la voyez, j'en parle de temps en temps, mais la loi voilà, du 11 février 2005. Bah alors mais qu'est-ce que c'est que ça? Parce que peut-être que les handicapés, on a dit qu'ils n'avaient pas les mêmes droits, et pourtant, en 2005, donc il y a... bonjour, voulez-vous agrandir la taille de votre fenêtre Windows? Bonjour, comment ça va de Schnorr? Le bon coucou à toi aussi. On vient de commencer la lecture de l'article, on en était juste là, voilà. On a juste lu ça, c'est tout, je disais que c'était un site super, accessible aux personnes aveugles en plus avec l'écoute et tout. Et du coup j'allais reparler de la loi du 11 février 2005 et on la lire un petit peu histoire que les gens comprennent parce que j'en parle souvent de cette loi. Je la cite un petit peu. Bon, alors souvent je dis que c'est la loi de 2005 parce que c'est que j'oublie la date exacte. Je me mélange avec la loi 2002 en plus, très souvent. Ça va bien, fin de journée compliquée. Oh non, j'espère que c'est rien de grave en tout cas. Moi c'était trop cool parce que j'ai quasiment rien branlé.
et je suis en week-end jusqu'à samedi. Et je travaille dimanche et je suis en week-end lundi, mardi. Autant te dire, et j'ai eu une semaine sans jeûne, voilà. Donc autant te dire que c'est cool. Et en plus j'ai réussi enfin à revendre mes plaques électriques. J'ai un petit billet de 10 € là, je peux te dire qu'il fait plaisir vu l'état du compte en banque. Le bon branlage. Bon, en vrai j'ai quand même fait des trucs. Le rien branlage. J'ai quand même fait des trucs. Mais ouais. J'ai fait des trucs pour qu'un jeune apprenne à se raser. On a fait un peu de rangement, un peu de tri et tout, mais c'était très mécanique. Sur ce, oula. C'est bon, on est bon. Pardon, excusez-moi. Donc, je reviens là-dessus, sur mon article. On parle, voilà, le truc pourtant inscrit dans la loi. Donc, alors, évidemment, c'est très générique, mais la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Pardon, j'ai un petit... Voilà. Et la citoyenneté des personnes handicapées introduit pour la première fois dans le Code de l'action sociale et des familles une définition du handicap inspirée de la classification internationale du handicap. D'ailleurs, même pour vous dire, vous voyez le sigle qu'on a là. Est-ce que vous voyez ma souris? Ouais, vous voyez ma souris. J'oublie ce qu'il veut dire avec le petit t. J'ai un doute. Voilà. La loi donc prend désormais en compte les 4 familles de handicap moteur, sensoriel, cognitif, psychique et concerne également les personnes à mobilité réduite, y compris de manière temporaire. Ces petites parenthèses un peu explication handicap machin et tout, on a une définition. Alors non, on avait une définition du handicap avant, mais la reconnaissance des handicaps et leur classification est assez complexe. Parce que, par exemple, fut un temps, on pouvait considérer que l'homosexualité était une maladie, c'était aussi un handicap. L'autisme, on a considéré ça comme une maladie, et pas comme un handicap, pendant pas mal de temps. L'autisme, c'est pas une maladie, hein, ça se soigne pas. Voilà. C'est un peu la blague qu'on a d'ailleurs avec les collègues, voilà. Quand les parents te disent « mais il va pas mieux », on l'a pas guéri. il est autiste en fait, bref, pardon. Donc pour rappeler, voilà, handicap moteur, vous avez des membres qui fonctionnent mal, donc qui dysfonctionnent ou qui ne fonctionnent pas. Donc ça peut être une paralysie partielle, une paralysie totale, c'est des muscles aussi qui dysfonctionnent, donc difficulté à avaler, difficulté à respirer, etc. Sensoriel, un des 7 sens ou plus est touché. Donc vous avez l'odorat, le goût, la vue, l'audition, le toucher, le sens vestibulaire qui permet de se repérer dans l'espace et de tenir l'équilibre. Et j'ai oublié le 7e. Je sais plus. Le vestibulaire permet aussi la préhension d'objets, des choses comme ça. Pas le toucher, juste la préhension de mémoire. Donc ça peut concerner les sourds par exemple. Cognitif et psychique. C'est quoi la différence? Ça se passe dans la tête. Les deux se passent dans la tête. Les deux sont pas forcément pareils. Le cognitif, en général, on l'a à la naissance, on grandit avec. Voilà. Ça peut arriver avec un accident, hein, comme tout. La proprioception, c'est ça. Merci. Proprioception, par contre, j'ai complètement oublié la définition. Ah si, c'est ça. C'est la sensation de son propre corps. Oui, donc si, c'est ça. Non, mais c'est peut-être 6 sens, je sais plus. Ça varie. Peut-être que ça varie. Peut-être j'ai le droit d'inventer des sens et je vous emmerde. Non. Plus sérieusement, j'ai oublié, je sais plus si c'est 6 ou 7 sens. Mais c'est ça, voilà. C'est ce qui vous permet de savoir que vous existez, en gros. Bah, physiquement. Mais merci de Schnorr. Donc oui, cognitif, psychique. Exemple de handicap cognitif. Ce qu'on appelait avant les diagnostics de débilité, qui maintenant sont plutôt considérés comme des déficiences mentales, déficiences intellectuelles. En gros, la déficience intellectuelle, parce que la débilité, ça laisse entendre qu'on ne sait pas faire beaucoup de trucs. La déficience, c'est juste qu'il y a des trucs qu'on n'a pas acquis, il y a des trucs qu'on a du mal à acquérir ou qu'on acquiert différemment. Donc, on peut très bien, sur certaines choses, avoir le niveau, l'âge, on va dire, mental de son physique. Je sais plus le nom exact, mais voilà. Le nombre de sens, c'est pas hyper bien défini. Oui, voilà, après, ça peut monter. C'est vrai. Mais en gros, l'idée c'est que tu peux avoir une déficience intellectuelle, ça t'empêchera pas de prendre une douche correctement et d'avoir des notions d'hygiène. Par contre, tu es incapable de savoir combien font 2 plus 2. Voilà, tu as un problème comme une dyscalculie derrière. Voilà, ça c'est du... Enfin, là, la dyscalculie c'est cognitif aussi, remarquez. Mais en gros, voilà, ça c'est ça. Psychique, ça peut arriver avec le temps. Ça peut être de la schizophrénie par exemple. La schizophrénie, c'est un trouble. La bipolarité, c'est un trouble. Le TDAH, c'est un trouble.
Bref, tout ça, c'est des handicaps. Voilà, enfin, en gros, il y a cette famille de handicaps. Évidemment, on peut les cumuler, sinon ce serait pas drôle. Hein. On peut tout à fait être en fauteuil, parce on a des douleurs chroniques, on a du mal à marcher, et aveugle. Et avec une déficience. Et avec de la paranoïa, et voilà. Donc vous voyez le truc. Et donc, comme on dit, ça concerne les personnes à mobilité réduite, y compris de manière temporaire. C'est déjà un bon début. Elle repose sur le principe selon lequel toute personne handicapée, en vrai toute personne, et là évidemment il a fallu le spécifier parce qu'en fait y en a qui s'en foutent, mais toute personne handicapée a le droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale qui lui garantit en vertu de cette obligation, et non pas recommandation, non pas prescription, obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus de tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. Parce qu'avant, alors ça date quand même d'avant 2005, même si 2005, la loi a fait un petit bond en avant, hein, ça a aidé un petit peu. Avant, les handicapés, c'était pas des citoyens à part entière. Voilà. D'ailleurs, de mémoire, c'est Platon, Socrate, c'est Platon, de mémoire, si je dis pas de bêtises, qui a dit que, par exemple, les sourds n'ayant pas accès à la langue orale, ils sont forcément plus cons que la moyenne. Je paraphrase. C'est quand même Platon ou Socrate, j'ai un doute sur un des deux, mais en gros c'était ça, parce qu'on pourrait supposer par exemple que la langue orale était automatiquement supérieure à la langue des signes de par l'expression, etc. Donc les sourds c'est des débiles et les entendants ils sont trop intelligents. C'était vraiment ce qu'on nous disait, hein, c'était un peu ça. Voilà. Salut Jam Girmis, comment ça va? Bienvenue, installe-toi. On est en train de lire la loi de 2005 en lien avec un article sur l'oralisation et tout. Pour faire des petits rappels aussi, parce que... J'allais dire tout le monde la connaît pas. En même temps, qui connaît des textes de loi par cœur? Moi je le connais parce qu'il concerne mon taf. J'espère que ça va en tout cas. Quoi de beau? Donc, pour y parvenir, donc oui, c'était pas des citoyens à part entière, hein, clairement. Voilà, ils n'avaient pas les mêmes droits et pas les mêmes devoirs non plus. Pour y parvenir, la politique du handicap met notamment en place deux dispositifs complémentaires. La nécessaire compensation du handicap, en particulier par la prestation de compensation du handicap, la PCH, qui permet sur la base du projet de vie de la personne de prendre en compte l'ensemble des surcoûts induits par le handicap, c'est partiellement vrai, la PCH ne couvre pas tout. La PCH peut effectivement... ça va très bien, ouais, ça va très très bien. La PCH peut par exemple pour une personne sourde aider à couvrir des frais d'interprète à son travail, parce que mine de rien c'est très très cher et c'est un budget, et les entreprises n'ont pas forcément énormément de financement pour ça, donc même quand tu as beaucoup de thunes, eh ben, ça coûte de la thune. Même si c'est qu'une réunion par semaine, une réunion par semaine à 300 balles la réu, ça finit par faire un petit chiffre à la fin d'année, donc la PCH peut permettre de financer ça. Ça peut être aussi justement un interprète pour la personne en elle-même si elle a besoin d'un interprète pour un service administratif. Ça peut être l'achat d'appareils auditifs, le financement d'un implant cochléaire, etc., etc. J'ai vu les mots de Pierre sur le stream avant qu'il apparaisse dans le chat, j'ai pas tout compris. D'autant plus que Ah oui, donc c'est vrai. Bon bah voilà. Donc en gros la PCH c'est ça. Il y a aussi la AH qui existe, hein, l'allocation adulte handicapé, qui elle est censée être une compensation sur le fait que les personnes, parce qu'on prend en compte que les personnes handicapées n'ont pas accès au travail, parce qu'on leur refuse l'emploi globalement, ou qu'elles ne peuvent accéder à des emplois qu'à mi-temps, parce qu'elles ont une fatigabilité qui est plus importante, parce que les environnements de travail ne sont pas adaptés. Donc en gros, en théorie, si tu gagnes 500 balles par mois, la AH te rajoute 600-700 balles max, voilà, histoire que tu aies un SMIC. Ce qui est pas énorme. Hein. C'est pas, même hors Paris, hein, c'est pas énorme. Ça veut dire qu'en gros, les handicapés n'ont pas droit à plus que le SMIC. Globalement, c'est ça, hein, c'est le message qui passe un peu. Mais ça existe. C'est un enfer pour l'obtenir. Il faut attendre 20 ans que la MDPH nous réponde, mais ça existe. Et enfin, aussi donc l'obligation d'accessibilité de l'ensemble de la chaîne des déplacements. C'est complètement faux, hein, ça n'existe pas aujourd'hui. Qui s'impose aux différentes composantes du déroulement de la vie collective, à savoir le cadre bâti, établissement recevant du public neuf et existant, locaux professionnels, logements, à l'exception de ceux réalisés par les propriétaires pour leur propre usage. Alors ça c'est complètement faux, hein. Voilà. Les établissements recevant du public neuf et existant, ils ont tellement de délais pour rendre leur bâtiment accessible, ou ça coûte tellement moins cher de payer des amendes tous les ans que de faire construire et de fermer ton bâtiment par exemple, ou des parties de ton bâtiment pour faire des travaux, que oui, tout à fait, la déconjugalisation de la hache, je peux le mentionner juste après pour expliquer un petit peu. Mais voilà, les établissements sont globalement assez tranquilles. Par contre, souvent ce qui se passe, c'est que quand vous avez des bâtiments à étage,
Je vais vous prendre un exemple qui m'était arrivé il y a quelques années, enfin c'était pas à moi. J'ai fait un stage et il y avait dans ce stage de formation, il y avait une personne qui ouvrait un salon d'esthétique avec des cabines à UV. Les cabines à UV étaient à l'étage. Donc en soi, le bâtiment en lui-même était accessible, ou alors après on disait, si c'est pas accessible, il faut que, si quelqu'un se pointe, on parlait notamment du fauteuil, parce que le fauteuil, t'as l'idée qu'il y a un poids à lever, donc il faut quand même pouvoir porter la personne ou un fauteuil. On dit, si la personne vient, est-ce que vous accepteriez de la porter, vous la mettez sur une chaise, vous ramenez le fauteuil, machin. Pas de souci, la meuf dit, ouais, pas de souci, c'est normal, le temps que je fasse les constructions, je le fais. Ok, très bien. Et l'autre dame dit, ok, est-ce que tous les services sont accessibles au rez-de-chaussée? Non, il y en a à l'étage. Ok, est-ce que vous avez une rampe pour y accéder ou est-ce que vous avez un ascenseur? Elle dit, bah non, j'ai un petit escalier en colimaçon. Et là, on lui a dit, bah il va falloir descendre une de vos 2 cabines UV, parce que si quelqu'un d'handicapé arrive là et ne peut pas faire ses UV, parce que vous n'allez pas la porter non plus dans les escaliers, voilà, peut-être que vous pourrez pas, et tout. Il dit, bah là, en fait, cette personne, elle a tout à fait le droit de porter plainte contre vous. Voilà. Désolidarisation conjugale. Au final, l'idée est la même. Le mot n'a pas le même sens exactement au niveau légal, là, mais oui, t'inquiète. Donc voilà, pour vous donner une idée, c'est ça. C'est le cas nulle part. Même les maisons départementales des personnes handicapées, hein, les MDPH, sont très très loin d'être inaccessibles. Je crois que celle qui fait le plus d'accessibilité pour les sourds que je connais, c'est une qui est vers Montpellier. J'ai oublié le département exact, peut-être que c'est celle de Montpellier. Il y a un interprète français LSF par mois. Faut vraiment faut bloquer sa journée. Donc bref, voilà, 9 existants, clairement, ils sont très très loin. Pensez à tous les bâtiments où vous allez, demandez-vous si là où vous allez, c'est accessible à n'importe qui. Et demandez-vous si les transports que vous prenez sont accessibles à tout le monde. Demandez-vous si la voiture que vous utilisez, si le vélo que vous utilisez, il est accessible à tout le monde, sans ajustement. Bon, vous voyez le problème très vite. Hein. Et c'est un des plus accessibles que je connaisse. Mais je pense que globalement, le max, il doit peut-être être à 2 interprètes par mois. Là, je parle pour les sourds, évidemment, parce que la plupart de mes contacts sont sourds. Donc peut-être que ça l'est plus pour des personnes aveugles, je sais pas. Mais globalement, la MDPH, c'est pas les plus accessibles du monde. Donc voilà, locaux professionnels, est-ce que votre travail est accessible? Alors vraiment, on a souvent l'exemple du fauteuil, hein, c'est pas le plus parlant. Hein. Mais est-ce que par exemple, pour une personne autiste, est-ce que votre lieu de travail, il peut proposer... s'il est hypersensible, est-ce qu'il y a des salles qui sont très très sombres? Est-ce que les murs sont peints d'une certaine couleur pour pouvoir faire la différence entre les différentes zones? La zone de travail, la zone de repas, des choses comme ça, voilà. Logement, alors, à l'exception de ceux réalisés par les propriétaires pour leur propre usage, c'est faux. Enfin, de principe, je suis en train de m'énerver contre cette loi, mais en même temps c'est cool qu'il y ait ce dérivé-là, je trouve. Oui, après comme je dis, j'émets quand même de sérieux doutes. Hein. Plus ça va, plus je désespère. Et encore, je me plains pas, je suis valide et il y a beaucoup de choses, je m'en rends pas compte. Et en un sens, ça me rassure parce que ça m'évite de trop déprimer. En même temps, c'est pas cool parce que ça veut dire que j'ai peut-être un gros travail à faire sur moi-même. Mais voilà, bref. Donc oui, voilà, en fait, si vous achetez un logement, évidemment que si vous n'êtes pas handicapé, en théorie, sur le principe, il n'est pas censé être accessible. Si vous avez un pote handicapé, alors évidemment que des fois, on va juste faire une accommodation. Il vient une fois par mois et tout, machin. Je veux dire, je peux comprendre que tu vas pas mettre des écritons en braille, par exemple, pour ton pote aveugle, et tout le monde a pris l'habitude, t'as besoin d'un coup de main, hop, tu t'es repéré, c'est bon, tu sais aller aux toilettes. Y a pas de souci sur ça, tu vois. Mais c'est quand même compliqué sur le principe. Voilà. Et en même temps, t'as pas envie de rendre ton logement accessible parce que ça va servir si peu. Et enfin, tu vois, genre, ça va servir si peu, et ça va coûter plus cher. Ça devrait pas coûter plus cher, mais ça coûte plus cher. Pendant mes vacances, j'ai poussé quelqu'un, j'ai vu le métro, ouais. À Paris, je crois qu'il y a 4 ou 5 stations de métro accessibles seulement, pour les personnes à mobilité réduite. C'est quand même incroyable, venant de la MDPH, de manquer d'accessibilité. Parce qu'on peut aussi parler de la CAF, hein, qui file par exemple le RSA. On sait qu'une partie des aides, par exemple, sont fournies à des personnes qui ont beaucoup de mal avec le français. C'est très difficile d'avoir des interprètes dans les services administratifs. Je dis pas que c'est les Arabes qui viennent prendre les allocs, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Voilà. Mais que les populations pauvres sont généralement des populations issues de l'immigration parce qu'il y a de la gentrification, parce que machin et tout. Donc, à un moment, t'en as beaucoup qui ont du mal avec le français, c'est plus pratique dans leur langue première. Évidemment, on leur dit, bah non, t'auras pas d'interprète. Voilà. Allez. Normalement, c'est ça. Hein. Est-ce que vous-même, vous êtes une personne accessible? Bon, allez. Tout le monde va se sentir mal. Donc oui, en gros, les logements, en fait, si moi je suis handicapé et que je dois adapter mon logement, je peux demander au proprio, il a le droit de me le refuser et c'est à moi d'engager les frais parce que c'est mon handicap. Souvent, en France, globalement, c'est ça.
où le propriétaire peut mettre très très longtemps. Moi, mon logement n'est clairement pas accessible à une personne PMR. Voilà, si j'ai un pote, donc PMR c'est personne à mobilité réduite, c'est l'acronyme. Voilà, si j'ai un pote PMR, clairement, je vais descendre les 4 étages et je vais l'aider à monter, il n'y a pas de souci. Mais voilà, si je ne fais pas ça, je peux pas par exemple partir et cette personne, si je pars, bah, elle aura du mal à descendre. Voilà, vous voyez le truc. Donc bon, voilà, les transports publics, voilà, comme on disait, bus, métro, tramway, train, avion, bateau. À Paris, le seul transport, alors 100% accessible, faut que les trottoirs ils soient pas trop niqués pour y aller. Voilà, mais c'est autre chose, hein. RATP, voirie, c'est 2 services différents. Personne n'a dit ça, et j'imagine que ça doit être atrocement. Oui, je pense. L'analphabétisme, c'est encore autre chose, parce que souvent t'as l'habitude d'avoir quelqu'un qui t'aide, et c'est mieux. C'est encore honteux comme handicap, mais. Enfin, comme trouble, plutôt c'est un trouble. Enfin, c'est un handicap aussi, mais tu peux compenser autrement, et souvent elles ont l'habitude de se faire accompagner. Et la personne analphabète peut tout de même communiquer à l'oral. Donc elle peut pas lire, elle ne sait pas forcément ce qu'elle lit, parce que tu peux avoir une dyslexie, voilà, par exemple. Un trouble 10, c'est dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, dysorthographie. Mais voilà. Oui, personne n'a dit. Oui, c'est vrai. Mais ça, je trouve que ça, au début, ça sonnait quand même un peu comme ça, donc non, évidemment. Mais je pense que pour les personnes analphabètes, c'est un peu plus simple d'arriver juste de dire je parle la langue, mais par contre, juste, je sais pas lire les documents, je saurais pas, voilà. Donc il va falloir m'aider et t'as quelqu'un qui t'aide. En général, ça passe. Ça passe mieux, évidemment. Hein. Mais bon, après, là, honnêtement, c'est mon avis. Mais donc, oui, les transports publics, comme je disais, à Paris, le tram est accessible. La petite ceinture, du coup, puisque le tram fait le tour de Paris. Donc en fait, vous avez des petits trucs où vous montez en hauteur, tac, vous rentrez dans le. Après, si vous n'êtes pas d'accord ou vous pensez autre chose, vous avez des très bons exemples d'ailleurs, hein, vous pouvez y aller, hein, balancer dans le chat. Mais voilà, vous êtes en fauteuil, vous pouvez accéder facilement au métro. Vous êtes aveugle, au tramway, pardon. Vous êtes aveugle, vous avez toutes les annonces qui sont faites de manière audio. Vous êtes sourd, c'est pas le feu, il y a des petits écrans, mais au moins il y a des petits écrans, et en général on voit plus facilement à travers la fenêtre du tramway qu'à travers la fenêtre du métro. Et comme disait Jam Germis, c'est ça, Jam Germis, voilà. Pendant mes vacances à Paris, j'ai poussé quelqu'un en chaise roulante et j'ai vu le métro parisien autrement, vous n'imaginez pas. Vraiment, c'est ça, hein, je crois que c'est 4 ou 5 stations accessibles. C'est-à-dire qu'en fait, le trajet que tu dois faire dans Paris, éventuellement le bus peut être accessible, et encore, parce qu'il faut que tu sonnes, alors quand tu sonnes, ça te précise si c'est une personne handicapée qui a demandé l'arrêt, généralement, faut gueuler. Et moi, ça arrivait plein de fois que je prenne le bus et que la personne dise « Attendez, la rampe est pas sortie » et tout. Et au final, t'as des gens du bus qui disent bah, « Est-ce que vous voulez un coup de main parce qu'en fait, on n'a pas fini, quoi. » Enfin, vous êtes coincé, ça va énerver des gens qui n'ont aucune empathie. Qu'est-ce qu'on fait? Vous voulez qu'on vous aide? Allez, on prend. Et t'as 2-3 personnes qui arrivent, paf, allez, on soulève le truc, on met la personne sur le trottoir, c'est bien là que vous vouliez descendre? Oui, merci beaucoup, on remonte. Avec des fois le chauffeur qui se barre d'ailleurs en laissant les gens qui ont aidé sur la chaussée, et t'es là genre, peut-être que ces gens ils voulaient remonter, enfin bon. Je suis à Japan. Ah bah, alors là, la Japex. Bah, le RER est globalement accessible, mais pareil, on parle de trucs qui sont vraiment en dehors de Paris. Et encore le RER, enfin globalement accessible, à nouveau je parle aussi des personnes à mobilité réduite. Pour les sourds, moi j'avais une collègue sourde qui venait au travail, sachant que l'application RATP ne se met pas très vite à jour, Citymapper c'est à peu près pareil, et ben des fois son RER était coincé. Donc il y a des annonces dans les haut-parleurs. Et donc elle te disait, bah le RER est coincé. Et j'avais une directrice d'ailleurs très peu compréhensive qui était en mode oui mais on sait pas pourquoi, peut-être qu'elle invente des trucs. Elle est sourde, elle a aucune idée de pourquoi c'est coincé. Et donc elle a aussi aucune idée du temps que ça va prendre avant d'être décoincé. Bon voilà, transport en commun, hein, avion je le prends pas souvent, je sais qu'il y a des écrans, donc globalement il y a des petites vidéos et tout, ça m'a l'air à peu près ok, mais je sais pas, voilà. Le train pareil, hein, les plateformes, souvent d'ailleurs les personnes handicapées doivent payer l'accompagnateur alors qu'il est censé être gratuit. Donc bon, on en a ça. On a aussi, donc voilà, la voirie et l'espace public. Bon, clairement, je vais pas me répéter. Les moyens de communication publics en ligne. Bah là, vous voyez, par exemple, voilà, on compare. Ici, je peux écouter. Scientifique de l'éducation nationale publié début juillet s'assoit sur le libre choix par les parents du mode. Bon, voilà, je vous fais pas tout. Là, je vais en haut, hein, y a pas d'option. Voilà. Un site fait par des personnes qui s'investissent beaucoup dedans est mieux branlé que le site du gouvernement français. Voilà. Chaos technique. Donc bon voilà, internet, téléphone, TV, la télé est très rarement sous-titrée. D'ailleurs le CSA s'est vanté récemment
d'utiliser des super logiciels de sous-titrage automatique. Et plein de sourds étaient là, genre, payer des gens, payer des vélotypistes, préparer les sous-titres en amont. Genre, à part pour les directs, genre le JT, vous pouvez tout sous-titrer. Bon voilà, et l'exercice de la citoyenneté, pareil, allez voter en étant handicapé. Ouh. Déjà, aller voter avec un voile, c'est compliqué, c'est même pas censé être un handicap, mais ça l'est dans nos sociétés aujourd'hui. Imaginez aller voter en étant handicapé. Imaginez quand vous votez que vous êtes aveugle. À part vaguement au poids du papier, s'il y a des noms de candidats plus ou moins longs, comment vous savez pour qui vous votez? Faites une procuration, pas le choix. Vous ne pouvez pas exercer vous-même votre propre droit de citoyen. C'est bien, hein? Alors qu'il suffirait juste d'avoir les cartes, avec, chez nous en tout cas, alors, peut-être Jam Garmis, je sais plus de quel pays tu viens, donc peut-être que c'est différent, mais nous quand tu vas voter, en fait, tu as les noms des candidats, tu prends ceux que tu veux, tu as le droit d'en prendre qu'un, je crois que tu dois en prendre deux quand même, mais minimum, pour pas qu'on sache pour qui t'as voté, mais voilà. T'en prends quelques-uns, les noms sont écrits dessus, tu mets dans une enveloppe sans rature, tu fermes l'enveloppe, t'as voté, voilà. T'es aveugle, et ben on te fait les mêmes, et on met des petits trous, pour que tu puisses lire en braille, voilà. Et t'as le droit, tu vois, tu peux toucher, dire à l'assesseur, bah attendez, ça c'est tel candidat, ok, ça c'est Mélenchon, ok, ça c'est Poutou, très bien, paf paf, et tu prends. Voilà, on a fait des trous, c'est bon, c'est des trous dans du papier, hein, ça coûte que dalle, hein. L'alphabet braille, il y a 26 lettres, hein. Enfin, il y a plus les quelques symboles en plus. Donc Belgique, d'accord. Après, voilà, en tout cas pour le vote papier, c'est pour ça que le vote électronique aussi, moi je suis plutôt pour, parce que ça permettrait à des personnes de voter beaucoup plus facilement, notamment les personnes qui ne peuvent pas sortir de chez elles à cause de leur handicap. Cette année, les ascenseurs étaient tous en rade, on a dû prendre un bus, ouais. Bah voilà. Ah non mais J'apex, voilà quoi. Et donc oui, les services publics, pareil. Alors si, on a quand même le 114 pour l'urgence, voilà, pour les appels d'urgence, mais voilà. Bon bref, la loi 2005 dit tout le monde a le droit d'être égal. Ça c'est sur le principe. En pratique, on y va. Zébardi. Alors, le 5 juillet dernier, chez nous, c'est soit sur une feuille, il faut remplir en rouge. Oui, donc, à la limite, le vote électronique, du coup, doit pouvoir rendre le tout accessible. Après, je connais pas toutes les méthodes de vote électronique, mais je crois que ça rend le tout un peu plus accessible. Donc bon. Mais bon, bah voilà, Deschner, hein, t'as l'exemple. Hein. Mais à nouveau, hein, vraiment, si jamais vous n'aviez pas croisé quelqu'un d'handicapé dans votre vie, ou pas discuté, pas échangé avec des personnes handicapées, demandez-vous juste si même pour vivre chez vous, est-ce que pour faire la cuisine chez vous, voilà, si vous étiez en fauteuil, est-ce que ce serait possible? Ou est-ce que vous seriez comme ça? Voilà. Est-ce que pour vous raser la barbe, est-ce que vous avez besoin d'un miroir incliné pour vous regarder? Donc, voilà. Est-ce que vous faites ose toucher? Quand on est aveugle, on peut, hein. Quand on est voyant, c'est un peu con de ne pas pouvoir utiliser un miroir. Bon, la liste est très longue, je pense que vous avez compris le truc. Mais voilà. Oh, c'est marrant. Pardon, c'est marrant parce que c'est mon prénom. Lol, petit secret dévoilé. Ça dépend de la commune où on habite, d'accord. Ah, donc bon, c'est de l'accessibilité quand on veut, quoi. Bon, allez, pardon, on va se lire l'article. Donc ça concerne la France, hein, l'article. Le 5 juillet dernier, un surprenant rapport a été publié par le Conseil scientifique de l'éducation nationale, CSEN, à une période où élèves et enseignants sont en vacances et les associations de parents en activité réduite. La scolarisation des élèves sourds en France, état des lieux et recommandations, rédigé par Stéphanie Collin. Ah, je vais arrêter de sélectionner. Si, c'est bon. Maîtresse de conférences en psychologie cognitive et du développement. Carlo Gerassi, directeur de recherche au CNRS. Jacqueline Neibart, professeure à l'Université libre de Bruxelles. Et Christine Petit, neurobiologiste et généticienne. On a quand même des gens qui ont l'air de connaître leur truc. En tout cas, voilà. Ça concerne la surdité, c'est pas déconnant hein, ce qu'on a là-dedans. Voilà. Il traite des processus d'acquisition linguistique par les enfants nés ou devenus précocement sourds et formule des recommandations scientifiques aboutissant à cette filière unique. Appareillage ou implantation cochléaire dès le plus jeune âge pour intégrer un parcours d'apprentissage oral du français avec, au besoin, ça là, au besoin. On se retient, hein. Je suis assez curieux de voir comment c'est sécurisé parce que c'est un truc... Ah, oui. Écoutez, là, j'ai pas de réponse. Voilà, Attendez, je vais mettre un petit peu de lumière parce que je vois que là, il commence à faire... C'est la sombritude un petit peu. Je dis donc, voilà, au besoin. Au besoin. Donc on a des personnes qui ont fait une étude et qu'on dit... il
Ils sont sourds. Meilleure solution. L'appareil. Alors à nouveau, l'appareil, on ne le diabolise pas. Je le diabolisais beaucoup avant, c'est vrai. L'appareil et l'implant. Je suis pas en train... Alors l'implant quand même un peu parce que l'implant est très très invasif et c'est compliqué de s'en défaire et ça crée des maux de tête et il y a beaucoup de choses. Mais l'appareil... l'appareil seulement... Alors comme ils disent, voilà, au besoin, le complément... Alors, ah oui, en plus, ils parlent de la LFPC. De la langue française parlée complétée ou de la langue des signes française. Alors, petit point rapide, la langue des signes française, c'est donc une vraie langue. Langue avec sa syntaxe, sa grammaire, des signes, une évolution, une culture, etc. Langue française parlée complétée, c'est quand je parle et que je déplace ma main sur les côtés de mon visage pour pouvoir représenter les différents phonèmes que je prononce. Voilà. Alors je crois qu'il y avait genre bonjour que je connaissais, c'est un truc comme ça. Peut-être bonjour, voilà. Enfin, vous déplacez votre main avec des configurations différentes, ça représente les différents phonèmes de la langue française. C'est pas vraiment une langue, c'est voilà, on complète en fait la langue française avec ça. Et ça permet aux personnes, souvent plus sourdes légères, malentendantes, de se comprendre quand elles n'ont pas appris à signer parce que c'est très très simple à apprendre. C'est un code, hein, donc c'est beaucoup plus simple à apprendre que la langue des signes. Certaines communes sont revenues au papier, d'accord. De toute façon, on sait très bien que Trump a vraiment gagné les élections. Ne clippez pas. Donc bon, en gros, ils disent foutez-y des appareils et tout, et puis on verra peut-être que vous pouvez rajouter de la LFPC ou LPC, voilà, LF pour français, mais ou LPC, ou de la LSF, mais d'abord l'appareil. Je veux dire, ils ont une langue, tant qu'à faire, utilise-la, tu vois. Regardez, l'abbé de l'épée à l'époque, il leur apprenait la langue des signes. Alors, on peut lire l'abbé de l'épée achève l'éducation de 2 sourdes muettes. C'est super vieux, 1760. Il disait sourde muette à l'époque. C'est toujours d'ailleurs sur la statue. Ça, je l'ai vu. J'ai vu cette statue et cette petite inscription, ce bas-relief. Elle est à l'INJS de Paris, comme je disais au début de live. Une oralisation, donc, qui serait scientifiquement justifiée. Tout comme les conclusions de savants. Savants, ah, ça pue. Mais du 19e siècle, exigeant lors d'un congrès à Milan, en 1880, l'interdiction de la langue des signes. Qu'en pensent les organisations de parents? Le congrès de Milan. C'est quoi le congrès de Milan? Gecko Essence. Oh, je vous entends pas dans le chat. Résumé très rapide. Congrès de Milan, du coup, effectivement, en 1880, à Milan, t'as plein de gens qui se sont réunis, qui ont dit, on va faire quoi des sourds? Comment qu'on les éduque? Est-ce qu'on fait de la langue des signes? Est-ce qu'on fait du code? Est-ce qu'on fait du mime? Est-ce qu'on fait de l'oralisation? Est-ce que, voilà, on va leur apprendre à lire sur les lèvres? Tu vois? Mais enfin, eh ben oui, alors, c'est quoi le congrès? Eh ben je vais te le dire. Je vais te le dire, de Schnorr. Content de voir que vous êtes très curieux et que vous suivez. En gros, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait pour les jeunes, là? Voilà, on voit qu'il y a un souci, il y a un handicap, il y a un truc qui bloque quelque part, qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'adapte et tout? Et du coup, ils ont effectivement interdit la langue des signes et préconisé très fortement l'utilisation de la langue orale à l'école. Donc c'était, voilà, main attachée dans le dos, on tapait sur les mains quand on signait, ou main qu'on présentait toujours devant sur le bureau, avec des classeurs, comme dans les open space d'aujourd'hui, vous savez, vous avez les parois pour pas voir ton copain et pas te souffler les solutions en langue des signes et tu devais juste voir le prof qui parlait, enfin voilà. Donc ça puait la merde, hein, vraiment. On a un sacré impact du congrès de Milan encore aujourd'hui. L'éducation nationale veut de l'oralisation. L'oralisation. Nous avons participé en janvier dernier à une réunion de travail avec l'inspection générale de l'éducation nationale, se remémore Catherine Vella, présidente de l'Association nationale des parents d'enfants sourds, l'ANPES du coup. Elle nous a posé des questions et a effectué des visites de terrain. Le rapport du CSEN vient la télescoper. Pour améliorer la prise en charge et l'accompagnement de ses élèves, l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche conduit actuellement une mission avec 3 objectifs: évaluer les PEJS, analyser sous quelles conditions pourrait se faire leur extension et proposer des évolutions allant toujours dans le sens des objectifs de l'éducation inclusive. Expliquait la secrétaire d'État à l'éducation prioritaire, Nathalie Elimas, le 20 juillet au Sénat. Y aurait-il du tiraillement et des intentions cachées au sein de l'administration centrale de l'Éducnat? Bon, en gros, voilà, hein, le rapport en fait n'a rien. Le rapport ne préconise pas du tout ce qui a été dit. En gros, d'un côté,
on a une secrétaire d'État qui nous dit bah ce serait bien qu'on soit plus inclusif. Bon, qui le dit, hein, voilà. De l'autre, on a un rapport qui nous dit faites-les parler. Bon, je simplifie, hein, mais voilà. Faites-les parler, c'est mieux. Non? Non, gars. D'ailleurs, je suis en train de réaliser. J'ai peut-être. Ah non, parce que si j'ai des notifs, il faut que je les entende. Je vais dire, je vais enlever mon casque pour être tranquille. Non, non. Voilà, scolarisation. Donc là, on a un petit rapport qu'on va s'ouvrir là. Regardez. Pouf, voilà. Chaque élève sourd, donc la scolarisation des jeunes sourds de la maternelle au lycée. Voilà en gros la théorie. Pourquoi? Ah, parce qu'ils font élève comme ça. D'accord. Ah oui, je fais pas du tout élève comme ça. Vu école, le il y a le signe pour école au milieu avec le L, mais ça, je pense que oui, c'est élève. Enfin, moi, je fais élève comme ça. Donc, regardez, j'en parlais tout à l'heure. Hein, ça fait beaucoup de parenthèses, hein, mais bon, c'est important. La scolarisation donc des jeunes sourds de la maternelle au lycée. Chaque élève sourd peut bénéficier d'un projet personnalisé de scolarisation dans lequel figure le choix linguistique qui fait partie du projet de vie de l'élève. Normalement, en gros, l'élève, alors évidemment c'est rarement l'élève qui est choisi parce qu'il est mineur et qu'on va surtout écouter les parents. Hein, voilà. C'est rare hein, les écoles qui vont écouter les gamins. Et puis de toute façon, si le parent dit non, il dit non. Voilà, c'est comme ça. Donc il choisit soit une communication bilingue LSF langue française. C'est quand même important qu'il y ait la langue française parce que la société est principalement oraliste, hein, donc ce serait débile de ne pas leur donner cet accès-là et justement de faire de l'exclusion à ce niveau-là. Une communication à langue française écrite et orale avec ou sans appui de la langue des signes française ou de la langue française parlée complétée. En fonction des besoins de l'enfant et du choix linguistique, il sera scolarisé en milieu scolaire ordinaire, donc comme je disais, c'est des écoles où probablement on est tous allés. Tous et tout allés. Ah pardon, j'avais pas vu. Tu parlais de l'accessibilité du site qui ne proposait pas sur le coup, j'ai pas réagi, mais il existe des outils d'accessibilité qui fonctionnent même pour peu que la page... Oui, mais du coup, il faut pouvoir télécharger l'outil pour que ça devienne accessible. Donc d'un côté, je suis d'accord, effectivement, il y a des standards et tout, mais moi j'ai toujours du mal avec le fait qu'on dise... Enfin, avec le fait qu'on se dise, c'est pas accessible, attendez, j'ai trouvé une solution. Rendez le site accessible. Tu vois, si on a une voie de synthèse sur un site amateur, tu vois, pour moi c'est ça. En plus... Ah donc d'accord, bon. Autant pour jouer à ce moment-là. Autant pour jouer. Ouais, mais je suis pas d'accord, j'ai envie de te dire que je suis pas d'accord. Pardon. Merci du coup. Donc oui, en fonction des besoins de l'enfant et du choix linguistique, donc, milieu scolaire ordinaire, donc oui, c'est une école qui n'est pas spécialisée dans le handicap. Voilà. Qui n'est pas spécialisée dans quoi que ce soit d'ailleurs, hein, c'est une école standard, voilà. Donc il sera scolarisé avec du matériel pédagogique adapté comme un micro-cravate porté par l'enseignant qui transmet le message sonore directement à la prothèse auditive. C'est tout à fait possible, hein, c'est une connexion Bluetooth, voilà, souvent, qui est utilisée. Ou c'est des micros HF, des micros haute fréquence. Avec l'appui d'un service médico-social, interprète LSF, orthophoniste, codeur LFPC, AVS qu'on disait aussi, hein, ou avec un accompagnant des élèves en situation de handicap, les fameux AESH. Vous avez sûrement déjà vu ce sigle, l'AESH. C'est compliqué hein, par contre d'en avoir, mais ça existe. Voilà. Donc, en classe ordinaire, au sein d'une école, collège, lycée, donc souvent, c'est là qu'il y a le service médico-social. Un pôle d'enseignement pour jeunes sourds, donc un PEJS, avec des classes pour élèves sourds au sein d'une école, d'un collège ou d'un lycée. Vous avez plusieurs classes spécialisées, exprès pour les jeunes sourds, qui sont dans un milieu ordinaire, ou dans une ULIS, on a l'explication, j'avais oublié, une unité localisée pour l'inclusion scolaire, une unité pour élèves en situation de handicap avec des temps d'inclusion en classe ordinaire. Donc en gros, l'ULIS, c'est une classe d'élèves handicapés avec un professeur, souvent c'est un professeur qui n'est pas spécialisé, qui n'a pas le KPEJS, qui a juste le CAPES. C'est déjà bien d'avoir le CAPES, hein, mais voilà. Selon les handicaps, il y a nécessité des fois d'être formé, avec souvent des élèves qui ont plusieurs handicaps, plus ou moins lourds, et donc qui de temps en temps font de l'inclusion dans les classes des copains, voilà, pour apprendre à s'adapter au milieu ordinaire et pour que le milieu ordinaire aussi puisse aussi voir le handicap qui est très peu représenté, donc c'est toujours une solution comme une autre. Voilà. Par contre là, ah putain, alors c'est chiant parce que j'ai pas du tout, j'ai mon appli là Twitch qui est là, qui est censé me donner vos messages pour pas que j'ai pas à switcher, mais putain c'est chiant, je vais me mettre comme ça. Tu disais par contre là, ta mère merde. Où je te rejoins, c'est que de nombreux sites ne respectent pas ces standards et ne sont donc pas accessibles. Et oui, voilà, il y a des connards partout.
Et qui est vénère. Ce sont les gens qui respectent pas les standards, je les aime pas. Donc voilà, temps d'inclusion, unité du médico-social en milieu scolaire ordinaire, donc un INJS. Voilà, Bordeaux, Chambéry, Metz, c'est pas. Ah, il y en a plus que 4. Je disais, il y en avait 5 tout à l'heure. Il me semble qu'ils en avaient supprimé un, il y en a plus à Toulouse du coup. Ou alors c'est autre chose à Toulouse. Donc INJS, voilà, avec une unité d'enseignement externalisé dans une école, un collège ou un lycée. Donc INJS, c'est pour Institut National des Jeunes Sourds. Avant, il y avait aussi, et ça existe d'ailleurs toujours, les INJA, qui sont les Instituts Nationaux des Jeunes Aveugles. Voilà, c'est la petite info bonus. Ou alors dans un ESMS, qui est donc un établissement au service médico-social. Un ESMS, ça peut être un foyer, ça peut être un IME, souvent c'est un IME, quand c'est donc IME, Institut Médico-Éducatif, c'est pour les jeunes handicapés de moins de 21 ans. Voilà, c'est pas une école spécialisée, mais on apprend d'autres trucs, on apprend aussi la vie un petit peu, parce que on considère que c'est peut-être plus important de leur apprendre à s'habiller le matin, et à bien manger, et à respecter les autres, plutôt que de savoir faire 2 plus 2, parce qu'on a plus besoin de compétences sociales que de compétences sociales et de compétences fonctionnelles. Voilà. Donc voilà, où il peut être en full milieu médico-social, comme un INJS du coup, ou en ESMS, mais du coup il y a des soins, donc quand on parle de soins, voilà, je vais devoir y aller, je vais manger un bout, c'est foutu développeur, j'en suis... Ah oui. Ah c'est salaud les développeurs, salaud de développeurs. Bon appétit en tout cas, bonne soirée de schnorr. Attends, il faudrait que je me fasse ma tarte moi, tiens, ce soir. Donc oui, avec des soins. Donc là, en fait, quand on parle de soins, ça veut pas forcément dire médicaments et tout, hein, juste qu'il y a du personnel médical, donc médecin, orthophoniste, ergothérapeute, psychologue, etc. Et des aides humaines à la communication, donc interprète, codeur, blablabla. Voilà un petit peu, ça c'est pour la filière de scolarisation en général. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit tout autour de ça Catherine Vella, donc, elle fait un parallèle entre le rapport du CSEN et celui de l'inspection générale en mars 2016, hein, quand même, il y a 5 ans. Ces rapporteurs avaient pris en compte les discussions avec les associations parentales, mais dans leurs conclusions, un parcours d'éducation en LSF n'était pas envisageable. C'est trop compliqué, c'est trop difficile d'avoir des interprètes. On n'en a pas assez partout. Bon, on n'en a pas assez en plus. Du coup, on n'avance pas, déplore-t-elle, par volonté de ne pas avancer et valoriser les structures qui existent. Elle estime que saupoudrer de la LSF et du LPC, dans les faits, ça vaut une interdiction. Et les pôles d'enseignement des jeunes sourds existants n'auront plus lieu d'être. On veut bien que les enfants sourds aient une éducation, à condition de nier leur surdité. Ah oui, d'accord. D'accord, ok. C'est une violence tranquille, mais une très grande violence. Alors, ouais, violence tranquille, j'avais jamais lu ça, mais en même temps, c'est plutôt pertinent. C'est vrai qu'effectivement, c'est souvent ce qui se passe, c'est qu'on dit, ils sont sourds, non mais attendez, on va les faire parler, machin, et puis ils vont entendre, comme s'ils étaient entendants. Ils sont sourds. Je veux dire, c'est un handicap, c'est pas une maladie. C'est considéré comme un handicap, en tout cas aujourd'hui, parce que si t'es sourd, t'as plus de difficultés dans la vie. Le jour où il n'y en aura plus, ce sera plus un handicap. Donc, fais pas comme s'il n'est pas sourd. Tu vas pas demander à un aveugle de conduire une bagnole comme ça du jour au lendemain, quoi. Peut-être qu'il y ait un truc adapté, il faut qu'on ait adapté les routes, faut qu'on ait adapté beaucoup de choses. Non, je sais pas. Enfin après, moi c'est peut-être moi, hein, je suis peut-être con, hein, mais... Bon, voilà. Effectivement, c'est très très violent. Parce qu'on te dit que c'est une identité, hein, le handicap. Et là, on te dit qu'une partie de ton identité n'est pas valide, n'existe pas. Voilà. Jusqu'à maintenant, la commission éducation du Conseil national consultatif des personnes handicapées n'a pas pris position. Mais quelle réaction avoir? Faites embaucher des interprètes. On participe à des réunions récurrentes depuis une dizaine d'années. On ne peut plus parler de méconnaissance du dossier par l'éducation nationale. Pour elle, l'enfant doit être réparé, oralisé et intégrer un parcours scolaire standard. C'est une négation de l'identité des sourds, de ce que sont les enfants. C'est ce qu'il y a de plus inquiétant dans ce rapport. Bon, c'est ce que je disais il y a 2 secondes quand je parlais d'identité, voilà. Vous savez qu'il y a l'idée de réparation. Putain, on est passé de 8 à 3 viewers, super. C'est ce que c'est de Schnorr qui faisait du lurk avec ses 20 000 ordinateurs. Voilà, on répare pas la surdité. Mettre un appareil ne répare pas la surdité. Mettre un appareil permet d'amplifier des sons. S'il y a possibilité d'entendre un tout petit peu ces sons, c'est comme si, au lieu d'avoir votre enceinte Bluetooth à 3 mètres, vous la rapprochiez à 1 mètre. Vous entendrez mieux parce que c'est plus proche. Parce que le son, il y a moins de pertes. Et en gros, l'appareil, globalement, c'est ça. Voilà. L'implant, c'est différent. Donc, bon. On ne répare pas. Si un jour vous avez un enfant sourd, il sera sourd à vie, hein, quoi qu'il arrive. Que vous l'appareillez ou pas. Ça, c'est... Voilà. Beaucoup de parents ne le savent pas. Beaucoup de parents sont dans le déni, mais c'est le cas. Sans l'écrire clairement, les scientifiques posent comme principe l'appareillage ou l'implantation cochléaire.
Rappel, hein, du coup, peut-être bien mis, ça fait longtemps que tu n'étais pas passé. Donc l'implant cochléaire, hein, c'est sur la cochlée, qui est l'espèce de petit escargot là qu'on a caché sous la peau, enfin sous le crâne. On va en gros connecter une espèce de petit aimant. Cet aimant, donc il est sous le crâne. Par-dessus, on met un autre aimant. Et en fait, tout ça, enfin globalement, ça fait, ça transmet en fait les signaux électriques que reçoit, que ton oreille balance au cerveau. Ça les récupère, ça les traite et ça te transforme tout ça vaguement en son que ça te renvoie dans un implant ou dans 2 implants si c'est bilatéral. Voilà. Ça ressemble à ça. T'en as peut-être déjà vu. Bon, moi j'allais dire j'en ai vu plein, évidemment. J'ai l'habitude, mais voilà, un implant cochléaire en gros ressemble à ça. Arrêtez avec vos. Voilà. Donc les enfants sont ainsi techniquement équipés pour entendre, entre guillemets, là c'est très juste parce qu'effectivement on n'entend pas. D'accord. Il y a du traitement de son, il y a une rééducation, hein. C'est pas juste on vous met l'appareil et puis c'est bon, vous vous en allez, bonne journée, au revoir. Il y a toute une rééducation pour s'habituer à ça, pour pas que ça fasse mal aux oreilles, mal à la tête, des fois on le supporte pas, enfin bon, il y a des infections, bon, il y a plein de problèmes avec ça. Donc pour entendre et apprendre à parler, et les enfants sourds non appareillés ne sont pas évoqués dans leurs recommandations, ils n'existent plus dans leur monde. Il faut savoir qu'un enfant, c'est pas parce qu'il est sourd qu'il peut pas apprendre à parler, hein. D'accord. Le son, quand vous parlez, si par exemple quand vous parlez, vous mettez votre main sur le torse, vous allez sentir que ça vibre un peu. Si vous la mettez là, vous sentez que ça vibre encore plus. Là, vous avez aussi de l'air qui sort. Il y a plein de manières, et encore plus aujourd'hui avec la technologie, d'apprendre à oraliser avec de l'orthophonie sans forcément être appareillé. Sourd ne veut pas dire muet. Voilà, c'est pas parce que tu es sourd que tu n'es pas capable de produire du son, d'oraliser. On parle d'oralisation, mais c'est ça, de verbalisation, si vous souhaitez. De vocalisation, ça c'est autre chose. Donc il n'existe plus, voilà, leur position de sachant donne une force irréfutable à leurs recommandations. Ce côté table de la loi, c'est insupportable, conclut Catherine Vella. Je ne connais pas ces personnes qui créent ces choses de manière conceptuelle sans voir les souffrances. On va continuer à broyer des enfants sourds en restant très récessifs. Alors comme je disais en tout début d'article, effectivement on a l'impression que c'est des personnes qui connaissent leur truc. Tu te dis putain, il y a une psychologue, il y a une personne spécialisée dans l'enseignement et tout, machin. Il n'y a pas de gens spécialisés forcément dans le handicap. Et surtout, en tout cas c'était pas spécifié, il n'y a pas de personnes handicapées qui en parlent. Donc on demande à des gens leur avis sur la position, l'éducation de jeunes élèves qui ont un handicap qui est la surdité. Et à aucun moment on s'est dit si on allait peut-être inclure dans l'étude d'anciens sourds pour qu'ils nous disent peut-être ce qu'eux auraient aimé avoir. Parce qu'il y a aussi des sourds qui ont fait des grandes études et qui parlent de ces problèmes-là. Je pense, alors là, de tête, le premier qui me vient en tête, parce que j'aime beaucoup son travail, c'est Yann Quintin, qui est professeur d'histoire à Paris 8, donc il bosse sur l'histoire notamment des sourds, l'histoire des langues de manière générale. Si vous travaillez sur une population spécifique, sur une communauté spécifique, pensez dans le tas, dans votre étude ou dans votre accompagnement, faites-vous accompagner par des personnes concernées. Parce que là, c'est totalement un point de vue d'entendant, de dire qu'il faut appareiller. Parce qu'il est stupide, hein. C'est le même point de vue que ce médecin qui va vous dire, si on met des appareils, la personne va entendre à nouveau. Et j'ai tourné le micro. La personne va entendre à nouveau et va pouvoir parler comme un entendant. C'est faux, hein. Voilà. Je sais pas si vous avez déjà entendu un sourd parler, alors beaucoup parlent très bien, il n'y a pas de souci, hein, d'accord, je suis pas en train de me moquer, mais ça s'entend, c'est comme un accent en fait. On en parle des fois de l'accent sourd, mais ça s'entend qu'on a pu apprendre à oraliser. C'est pas grave, mais les parents ils voient ça, ils sont putain de déçus, alors qu'en vrai non, c'est formidable de pouvoir... Enfin, c'est incroyable, tu vois. Et là, le parcours qu'on a vu, la recommandation du gouvernement, par contre, est très très loin d'être appliqué partout. Voilà. Ça, c'est l'idéal. Hein. Ça, c'est dans un monde parfait, dans le monde d'Ilona Mitrocé. Pardon. La réalité des enfants n'y est. Pardon, putain, j'ai eu un... Oh la vache. Un bâillement intempestif, dis donc. Mais on se ferait chier. C'est qu'on se ferait chier ici. Appelez vos copains, on va m'en s'emmerder.
Mettre de l'ambiance? Non, c'est faux. Vous êtes tous adorables. Point de vue similaire donc pour deux langues pour une éducation, de LPE. Les rapports sortent au moment où on est en congé et moins réactif, explique Christelle Lamotte, sa directrice. On a été surpris par cette diffusion sans avoir été consulté ni même contacté. Putain, c'est incroyable, je parle d'un truc et directement, à croire que c'est moi qui ai écrit l'article. Elle espère recevoir rapidement la synthèse de la mission de l'inspection générale sur les PEJS, mais craint que son rapport ne soit pas publié. Et constate que les intentions restent floues. Le Comité national de suivi de l'école inclusive a évoqué un chantier de l'éducation des jeunes sourds. La dernière réunion avec la direction générale de l'enseignement scolaire faisait état d'un souhait de faire des choses avec ces rapports. Des groupes de travail seraient créés à la rentrée. Christelle Lamotte rappelle qu'une circulaire de septembre 2008 définit le parcours bilingue. Donc on parle d'un truc qui date de 2008. La pratique de la langue des signes française tient lieu d'équivalent de communication orale. Et la langue française écrite tient lieu de langue écrite. Oui, la langue écrite et la langue orale, c'est pas les mêmes. On n'écrit pas forcément de la même manière que ce qu'on parle. Même si effectivement la langue orale s'introduit de temps en temps, par exemple dans nos textos, avec des mots qui se raccourcissent, voilà, on écrit peut-être au lieu de peut-être, par exemple, voilà, ou je vais au lieu de je vais. Mais c'est quand même de langues différentes. C'est pas parce que vous parlez, on parlait de Schnorr qui mentionnait des personnes éventuellement analphabètes. Voilà, on peut très bien savoir parler une langue sans aucun problème et la parler super bien et avoir un vocabulaire super riche, mais être dans l'incapacité de la lire. Ça existe. Voilà, c'est de l'illettrisme, par exemple. Voilà, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose de lire et d'interpréter du coup ça que de s'occuper d'interpréter les sons et de les merde, de les répéter, enfin de les restituer. Enfin bon, vous avez le truc. La LSF constituant donc la langue d'enseignement et le français écrit l'équivalent d'une seconde langue. Et elle constate qu'aucune étude comparative n'a été réalisée sur les apprentissages des enfants enseignés en LSF ou par oralisation. La qualité de vie des enfants est peu abordée. On trouve une étude suédoise sur les enfants éduqués en langue des signes. En France, on a très peu d'études, souvent homogénéisantes, alors que leurs situations sont disparates. Sa conclusion est plutôt sévère. Ce qui transparaît dans le rapport du CSEN, c'est tirer les enfants vers la normalité. Pour eux, il n'est pas imaginable que des enfants sourds soient en inclusion avec une langue parlée différente. Bon, on va pas se répéter sur le fait que, voilà, c'est important. Oh, elle est très connue cette image de l'abbé de l'épée. Ça, c'est l'abbé de l'épée qui montre que les enfants, ils étaient pas débiles. Et là, genre, regardez, ils sont sourds, mais ils savent écrire au tableau. Et tout le monde fait genre, waouh, ils sont sourds, ils peuvent écrire au tableau. Enfin, franchement, c'était ça. C'était vraiment, pardon. Avec l'alphabet de l'époque. Mais c'était un peu ça. Donc oui, voilà, en fait, en gros, il y a eu l'étude, ça a été de dire, bah, globalement, les enfants qui soient appareillés, qui soient pas appareillés, qui soient en inclusion, machin, ce qu'il faut, c'est ça. Non, c'est pas du tout la même chose, en fait. En plus, on connaît, tu mentionnes pas le parcours qu'il y a avec les familles, l'accompagnement psy, etc. Enfin, bon. Arrêtez d'être bête, en fait. Arrêtez. Les personnes qui ont écrit ce rapport sont très bêtes. Si vous passez sur le live, vous êtes très bête. Si vous ne passez pas dessus, eh ben, vous êtes quand même très bête. Pour sa part, la Fédération nationale des sourds de France, FNSF, déplore que les associations représentatives et les enseignants expérimentés des classes bilingues n'aient pas été auditionnés. Ah oui, d'accord. Ah oui. Ah oui, c'est-à-dire que non seulement ils ont inclus personne, mais alors ils ont même pas demandé aux gens qui sont proches de ça. Putain, oh la vache, ils sont cons. Ils sont pas bêtes, ils sont cons. La FNSF possède des experts en matière d'éducation des jeunes sourds. Oui. Et nous avons très vite constaté que ce rapport est truffé d'erreurs et de fausses informations. Ah, c'est chaud. Oui, quand je vous dis que je l'ai lu en diagonale, je l'ai lu en diagonale. Mais d'accord. L'acquisition de deux langues premières est très complexe et il est très recommandé de concentrer l'acquisition d'une seule langue première accessible à l'enfant sourd, lui permettant un développement cognitif et langagier précoce. Il n'y a aucune cohérence ni respect du choix linguistique ni des principes de la Convention internationale des droits de l'homme, des droits des personnes handicapées, la CDAPH, ni avec le rapport sur l'inclusion de l'International Disability Alliance. Cette fédération rappelle que le parcours bilingue consiste à acquérir la LSF comme langue première et le français écrit comme langue deuxième. Le CSEN fait de graves erreurs en indiquant qu'il faut recourir au LFPC pour apprendre le français. Oui, en fait. Oui.
Parce que commencer par le LFPC te donnera pas accès à la langue des signes. Et souvent d'ailleurs, il y a apparemment le constat qui est fait, il me semble, je sais plus où j'avais lu ça, c'est que la plupart des personnes qui commencent par apprendre la LFPC, au final, veulent pas apprendre la langue des signes parce que c'est trop compliqué. Et les gens sont moins gênés par quelqu'un qui fait du LFPC que par quelqu'un qui fait de la langue des signes. Quand je parle des gens, hein, je parle des valides. Donc des valides entendants. Enfin, oui, de toute façon, oui, s'ils sont entendants, ils sont valides. Donc voilà. Mais ouais, c'est chaud en fait, d'accord. Donc il y a vraiment de la merde qui est dite. On n'est même pas sur juste des gens qui disent faux l'appareil. Non, il y a des fausses infos. Très bien. Le CSEN donc fait de graves erreurs. Oui, donc ça va. Nombre de jeunes sourds apprennent le français grâce à LSF, qui est une langue de travail, d'apprentissage et donnant de très bons résultats. Oui, le LFPC, hein, à nouveau, c'est un code. C'est pas une langue. Ça suit les phonèmes qui sont prononcés à l'oral. Donc, pas de syntaxe, pas de grammaire, pas de conjugaison. Voilà, juste des sons. C'est juste des sons qui sont prononcés, qui sont transforés. Voilà. On le voit par là, voilà, vous voyez, on pointe. Ici, on a tel son, tel son, tel son. Donc là, on a le 1 et le E, et selon du coup comment est faite la main, et ben ça fait pas le même son. Voilà. Et donc oui, donc il disait l'usage du français signé est la conséquence d'un manque de formation et de compétences des enseignants. Voilà. Pourquoi pas recourir à l'anglo-français, oui. C'est pourquoi l'État doit développer des moyens humains et financiers et de s'interroger sur la compréhension par les scientifiques de l'éducation nationale de la circulaire du 3 février 2017 relative au PEJS, au pôle d'enseignement des jeunes sourds. L'intégralité de la rédaction de la FNSF est téléchargeable, de la réaction, pardon, au format PDF. Quand il parle de français signé, en fait, ça veut dire quoi? Le français signé, c'est juste des entendants qui ont appris à signer, qui n'ont pas trop l'habitude d'utiliser la syntaxe de la LSF, et donc qui font de la langue des signes littéralement, enfin du français littéralement en langue des signes. Voilà. Il n'y a pas de traduction, c'est juste, c'est ce qu'on appelle une traduction littérale, parce qu'évidemment c'est pas une traduction vu qu'on n'adapte pas la grammaire, la syntaxe, on va utiliser vraiment certains signes pour dire texto le mot qu'on dit dans la langue des signes, dans le français oral, alors que c'est peut-être pas forcément le plus adapté, mais voilà. Voilà pour l'info. Donc ouais, le fait qu'on ait des enseignants qui étaient assez mal formés, qui utilisent assez mal la langue des signes, de manière générale, fait que ça fait que de facto aussi, on a beaucoup de français signé. Voilà, parce qu'ils n'ont pas bien appris la langue, donc ils la répètent, et donc l'élève il veut du français signé, il va répéter du français signé parce qu'il pense que c'est ce qu'il y a de bon. Voilà. La LPC apprécie des avancées mais tempère. On est presque à la fin de l'article, hein, regardez. Le pôle codeur de l'Association nationale pour la promotion et le développement de la langue française parlée complétée, donc la LPC, nous a adressé une analyse du rapport du CSEN, téléchargeable au format PDF. Nous pouvons remercier et féliciter les auteurs de ce rapport exhaustif qui, dans un premier temps, fait un état des lieux de la situation actuelle des élèves sourds en France. Il présente la diversité des profils de personnes sourdes, sans jamais les enfermer dans une vision stéréotypée. Il prend en compte les avancées médicales et technologiques de compensation, mais en montre aussi les limites. Ouais, alors la LPC, j'aime pas ce que vous dites. La LPC apprécie la valorisation de la LFPC lors de l'acquisition de la langue française en langue première, mais aussi langue seconde. De ce point de vue, ce rapport contredit les recommandations de la HAS, la Haute Autorité de Santé, qui avait relégué la LFPC au niveau d'outil éventuel, au même titre que le FS, français signé. Il y a quand même une différence entre les deux, effectivement. Les deux ne sont pas des langues dans tous les cas. Ceci étant, il est vrai qu'on manque énormément de codeurs. Les personnes qui parlent la LFPC, c'est ce qu'on appelle des codeurs. Enfin, ils sont codeurs, voilà. Comme les signants, il y a les signants pour la langue des signes, là c'est les codeurs. Elle affirme son accord avec les modes de communication monolingue bimodal LFPC et bilingue LSF et accès à la langue française parlée et non exclusivement écrite, et rectifie des approximations et erreurs des scientifiques rapporteurs. Donc quand on parle de communication bimodale, alors, il y a deux écoles. Moi je connais l'école qui dit, comme là, la LFPC c'est de la communication bimodale. Vous avez un code ici et vous avez une langue orale ici. Les deux sont utilisés de manière simultanée. Si je parle et que je signe en même temps, je fais de la communication bimodale. J'utilise deux modes de communication.
D'autres considèrent que la communication bimodale, c'est utiliser deux modes de communication qui sont différents, pas forcément de manière simultanée. Donc si je parle, qu'ensuite je signe la même chose que je reparle, ça peut être du bimodal pour certains. Pick your fighter, choose your character, voilà. Et elle conclut en s'interrogeant sur la présentation comme projet idéal de la nouvelle orientation bilingue bimodale incluant LSF et LFPC, estimant qu'elle devrait donc prévoir le respect des choix familiaux, une communication en seul LFPC ou d'une communication en seul LSF. Je suis pas du tout d'accord avec ça, faut respecter les choix familiaux, allez bien vous faire foutre les familles. Pardon, c'est très violent, c'est très vulgaire, mais les parents n'ont pas accès de manière générale à toutes les options. On leur présente pas correctement toutes les options. Tu peux rappeler la différence entre le LFPC? Oui, le LFPC... attends, j'ai reçu un... Ah, c'est ma mère qui m'envoie un selfie, putain. LFPC, donc c'est ce qu'on voit... Tiens, attends, je vais le mettre, peut-être qu'on l'a un plus grand. Voilà. Sur cette image, donc, tu as des zones sur le visage qui font des sons. Tu vois, donc là, on a le 1E, I, on, en. Là, c'est E, ou, O, U, un, et donc A, O, E. Et selon comment je mets ma main, par exemple, si je fais ça, du coup, c'est M, le me, donc main. Ou me. Voilà. Ma. Voilà. Donc si je dis bonjour, du coup, il faut que je trouve le B, mais en gros, voilà, tu vois, bah, c'est ça. Ah, bah si, j'avais bon, voilà, bonjour. Bonjour. Exactement. Bonjour. Donc ça, c'est du code ajouté avec de la langue orale. Français signé, c'est si je te dis, bah, en fait, quand je vais signer, si je te dis je m'appelle Gecko, en français, c'est je m'appelle Gecko. En LSF, normalement, c'est prénom, le mien, Gecko. Si je fais du français signé, je vais dire le mien, prénom, Gecko. Voilà. Français signé, c'est que je mets les mots de la langue française, les signes dans le même ordre. Pardon, je mets les signes de la langue française, de la LSF dans le même ordre que ceux de je mets les signes de la langue des signes française dans le même ordre que les mots de la langue française. Putain, j'ai réussi. Voilà. Voilà. Mais ouais, les trucs familiaux... Non. Faut arrêter. Les familles sont mal éduquées là-dessus. On n'a pas beaucoup de représentation des personnes sourdes dans la pop culture de manière générale. Encore moins des personnes sourdes françaises. Hein, parce que la famille Bélier, vous êtes bien gentil, non. Voilà. Pas de soucis. Non, mais tu fais bien de redemander, hein, c'est bien. Je sais que moi je baigne dedans, donc en vrai, même quand je dis des acronymes, si tu me dis ça veut dire quoi, voilà, tu y vas. Il n'y a pas beaucoup de représentation, il y a beaucoup de mésinformations, il y a beaucoup de docteurs qui vont te dire, voilà, comme je disais, ah bah il est sourd, il faut l'appareiller impérativement, sinon il va mourir. Enfin voilà, c'est un peu ça. Donc les parents en fait, ils font pas des choix qui sont éclairés. Ils sont pas en mesure de faire des choix éclairés. Et des fois, tu as des enfants, quand ils commencent à être grands, alors ils peuvent faire des choix souvent plus éclairés. Parce qu'ils peuvent te dire, mais attends, moi j'ai tous mes copains là qui font de la langue des signes, c'est trop cool. Je veux faire de la langue des signes. Ok, laisse le gamin faire de la langue des signes en fait. Si ça le gonfle dans un an, bah tu partiras sur un enseignement du français, j'en sais rien, mais... Tu vois? Donc les choix familiaux, c'est des mineurs, mais quand même. Pensez à demander au gamin peut-être en fait ce qu'il veut, tu vois. Elle insiste d'ailleurs également sur la nécessaire information précoce concernant les modes de communication et le besoin de formation LFPC et ou LSF des personnels et des parents. Oui. Voilà, bah, c'est exactement ce que je disais il y a 2 secondes, comme je préchote en fait les phrases qui vont être dites. La nécessaire information précoce concernant les modes de communication. Expliquer aux parents quelles sont les langues ou les modes de communication disponibles pour l'enfant. Expliquer les avantages, expliquer les inconvénients et expliquez-le de manière honnête. Hein, parce que les médecins qui te disent s'il apprend pas à parler, il va être exclu, on va se moquer de lui et tout. La plupart des personnes sourdes, même toutes les personnes sourdes que j'ai rencontrées, qui parlent et qui ont des appareils et tout, l'exclusion, elles la vivent quand même. Hein. Genre, ah mais t'as un accent, tu viens d'où? Ah mais t'es sourd. Ah t'as pas l'air d'être sourd. Ah t'es trop jolie pour être sourd. On dirait pas que t'es handicapé. Ah bah non, je te parle pas parce que c'est trop compliqué. Voilà. Donc, voilà. Et à l'inverse, la LSF, faut être honnête aussi. C'est super bien, tu vas être plutôt inclus dans la communauté, dans ta communauté, on va dire, de personnes sourdes. Mais par contre aussi, les entendants, ils vont te regarder de travers. Ça, c'est sûr et certain. Voilà. Pendant un certain temps, en tout cas. Alors, des données lacunaires.
Selon le ministère de l'Éducation nationale, 10 000 enfants et jeunes sourds sont scolarisés, dont 77% à l'école ordinaire. Donc en Ulysse, hein, mais voilà. Et là, on parle très souvent d'une scolarisation jusqu'à la primaire. Parce qu'après, au collège, en général, t'as plus de service. T'as éventuellement un AESH ou des AVS, mais c'est peu commun. Il recense 16 PEJS dans 13 académies différentes sur les 30 que compte notre pays. Donc on a, dans moins de la moitié des académies de France, 16 pôles d'enseignement pour les jeunes sourds. On n'en a même pas un par académie. Une académie, ça concerne une région. Bon, ça peut concerner plusieurs départements, mais voilà. Vous avez 2-3 académies par région, quoi. Bon. Alors, quand tu habites à Grenoble et que ton PEJS, il est à Grenoble, nickel. Quand tu habites à Valence, par exemple, qui a 1 heure et demie de route de Grenoble, et que le seul PEJS disponible, il est à Grenoble. Qui a les moyens d'envoyer son gamin en internat, en fait, tout le temps, comme ça? Parce que c'est des écoles qui coûtent cher, hein, souvent. Hein. Ou alors t'as l'internat, et t'as pas d'aide sur l'internat, etc., etc. Ah ben voilà, dont 6, voilà, offrent un parcours complet de la maternelle, ce qui est très bien, jusqu'au lycée. Donc, en gros, maximum, vous avez 6 PEJS en France. Alors, il y a quand même les INJS et tout, mais... Enfin, même pas les PEJS sont dans des INJS, globalement. Donc, vous avez Aix-Marseille, Dijon, Lyon, Poitiers, Rennes, Toulouse. Voilà. Donc en gros, vous avez tout là, donc vous avez Lyon par là, voilà, qui est là genre, là je propose un truc. Dijon, c'est par là. Aix-Marseille, donc c'est dans le sud. Toulouse, pareil. Rennes par là. Et Poitiers. Donc là, Bordeaux, allez bien vous faire cuire le cul. Bon, il y a un INGS, mais voilà. Tout le centre de la France, c'est mort. Et ça veut dire qu'ils ne peuvent avoir maximum que le niveau bac. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'on fait en France avec un bac, pas grand chose à part des métiers dits alimentaires. Hein. C'est. Voilà. Alors avec le handicap en plus, n'en parlons pas. Pareil, je connais très très peu de sourds qui ont des métiers assez haut placés, qui ont au minimum un bac plus 2. Alors que la plupart de mes potes entendants ont au moins un bac plus 2. Voilà. Le ministère, est incapable de préciser les villes dans lesquelles sont situés ces parcours complets. Saurez-vous les trouver sur cette carte en ligne? Attendez, c'est quoi? C'est une... Ah oui, d'accord, ils ont fait une carte. Dû avec un dispositif de scolarisation, putain. Ah, parce qu'en plus, c'est vrai que j'ai dit Dijon, mais non, c'est l'académie de Dijon. Ah oui. Ouais. Bon, on va pas s'amuser à les chercher, pardon. 475 élèves étaient dans un PEJS pendant la précédente année scolaire. Le Nord, ils n'ont pas de chance. Bah, ni le Nord, ni le Centre, ni le Sud-Ouest, ni l'Est. Globalement, ils n'ont pas trop de chance partout, à moins vraiment d'habiter à côté de l'école, quoi. Parce que même à Paris, hein, à Paris, à l'INJS de Paris, j'ai pu y aller et discuter avec des élèves. Il y a des élèves qui habitent à l'origine à Bordeaux. Donc tous les week-ends, qui revenaient à Bordeaux, parce qu'il n'y a que 2 heures de train, qui revenaient à Bordeaux pour repartir et qui faisaient l'internat la semaine. Voilà. Donc en soi, ouais, ils ont moins de chance, on va dire. Donc sur les 475 élèves, 401 en bilingue LSF français écrit, le ministère n'ayant pas de données sur les demandes non satisfaites. Non, bah évidemment, je pense qu'il y en a beaucoup plus que 400 et quelqu'un. 170 personnels sont formés au LFPC et LSF. Alors clairement, LFPC, il n'y en a pas tant que ça. Des codeurs, si tu cherches un métier qui recrute, tu deviens codeur LFPC, la formation elle dure 1 an ou 2, tu sors, t'as du taf, direct, tu le sais. Il y en a tellement peu que tu trouves du taf en tant que codeur. C'est hallucinant. Dont 101 enseignants, 54 donc AESH, et 15 autres personnels. Qui sont-ils? Je sais pas. 54 AESH, pour toute la France. Hein. Paris n'est même pas par Ménécis. Non. Après, Paris, il y a l'INJS. C'est pas un PEJS. C'est une académie, c'est l'école spécialisée. Mais bon. On a Bourg-la-Reine aussi, d'ailleurs, qui a une école.
Les associations contactées ne retiennent que 3 PEJS bilingues LSF français écrit à Poitiers, seule ville offrant avec liberté l'orientation au niveau du lycée, puis Lyon et Toulouse. Voilà. Donc voilà, donc non seulement c'est super dur d'avoir un parcours en langue des signes, mais en plus, en fait quand tu l'as souvent que jusqu'au lycée. Ça c'est une réalité, hein. Voilà, c'est pas facile pour un sourd d'accéder au bac, d'y accéder à 18 ans. Il y a beaucoup de sourds qui le passent plus vers 19-20 ans souvent, parce que voilà, ils redoublent, parce qu'ils ont mal compris des trucs, parce que l'accompagnement il est vachement plus merdique pour les sourds. Et donc ils sortent du bac, on leur dit tu veux faire quoi? Ils vont te dire ah, je sais pas, moi je veux faire un CAP plombier. Ah super, par contre t'auras un interprète que 3 heures par semaine. J'avais discuté avec des sourds à l'université, qui étaient dans des universités pour d'entendants, pas du tout adaptés. Attends, je vais juste baisser le casque parce que là j'ai plus besoin. Je le vois s'il y a une notif qui apparaît. Et on en parlait, je leur dis mais du coup t'as un interprète? Ils me disent oui j'ai un interprète, mais sur les 5 jours de cours que j'ai, l'interprète n'est là que 2 ou 3 jours. Parce que j'ai pas d'argent pour le payer plus. Et souvent les interprètes sont sympas et acceptent quand ils le peuvent de faire des heures sup entre guillemets gratuites, tu vois. Ils vont rester 20 minutes de plus. Parce qu'en théorie, si ton prof il te dit attendez on reste 20 minutes pour terminer le chapitre, l'interprète lui il est pas payé 20 minutes de plus. Donc s'il est sympa, et s'il peut, parce que souvent ils sont demandés un peu partout, il va rester 20 minutes. Voilà. Mais sinon il va te dire désolé en fait moi je dois partir. Voilà. Donc tu te démerdes avec tes potes qui parlent un petit peu la langue des signes, tes potes qui vont te prêter les cours, machin. Donc c'est beaucoup plus de travail pour dépasser le niveau bac que pour nous. Parce que même si tu as un appareil, il faut être devant. Et en fait, des fois, quand tu arrives dans la classe et que tu dis à tes potes, excusez-moi, est-ce que quelqu'un peut juste me laisser une place devant, sinon j'entends pas bien le prof, on va te dire non, j'ai pas envie. Voilà. On va dire non, j'ai pas envie, je suis bien et tout, machin. Oui, mais toi, t'es pas sourd en fait. Donc si t'es un rang derrière, on s'en fout. Voilà. Parce que le prof, il va pas souvent penser à me regarder, parce que je peux pas lire sur ses lèvres. Enfin, moi j'ai déjà connu des gens vraiment à qui c'est arrivé, et c'est super déprimant parce que tu te dis, ils viennent en cours, ils disent écoute, désolé, moi j'ai un handicap que en fait j'ai pas choisi, le handicap on le choisit pas, voilà. On n'est pas handicapé par choix, on ne devient pas handicapé. Enfin, on ne devient pas handicapé par choix, oui. Et des gens qui disent ouais, mais non, mais moi je préfère être devant. Oui, mais en fait là c'est du confort. Voilà. Moi aussi, je préfère être oui, devant et tout, mais maintenant si tu me dis écoute, je suis sourd, j'ai besoin d'être devant parce que sinon j'ai pas accès aux cours. Et c'est bon, gars, en fait, vous pouvez tous reculer d'un rang, tu vois. Enfin, vous le savez en plus. Enfin, je veux dire, tu le repères vite quand il y a quelqu'un handicapé dans ta classe. C'est con, mais voilà. Souvent. Parce qu'il y a des accommodations qui sont faites et tout, machin, et donc la personne doit s'expliquer un peu. Enfin. Oui. Oui, je vais remettre un petit peu de musique en fond. Enfin bon, voilà. Bon, le rapport est plutôt déprimant et rappelle que voilà, des gens vont continuer à préconiser l'oralisation. Donc, et surtout que ce qu'il faut se dire, c'est que l'avantage de l'école, c'est que l'école, malgré le fait qu'on doive payer des trucs et tout quand même, mais l'école est gratuite. Ça veut dire des cours, entre guillemets, en un sens oui, pas entre guillemets, ça veut dire des cours de langue des signes gratuits. Le prix d'une semaine de formation en langue des signes, c'est super cher, même en dehors de la capitale. Parce que déjà, il n'y en a pas beaucoup. Donc forcément, tout le monde, il n'y en a pas beaucoup, il y a beaucoup de demandes. Donc clairement, ils peuvent très bien faire des formations à plus de 200 balles. Voilà. On le voit, il y a même des organismes de formation qui eux sont certifiés, mais qui ont des profs non formés, qui se permettent de donner des cours de langue des signes, et même eux qui sont pas chers, ils sont à 150 balles. Je pense à l'école française. L'école française, j'ai vu passer certains de leurs cours, et effectivement, c'est pas des gens qui connaissent la langue qui font ça. C'est de la merde. Mais même eux, voilà, il y a de la demande. Donc les gens, ils y vont, ils s'en foutent, ils foncent, tête baissée. Et eux, ils arrivent derrière, c'est 160 balles, mais après, si tu utilises ton CPF, c'est gratuit. Ils ont de la thune, ils s'en foutent. Donc en fait, voilà, il y a des demandes et tout, ça coûte cher. Et en fait, le problème, c'est qu'imagine, tu grandis, t'as eu accès qu'à du LFPC, qu'à de l'oralisation, et là, tu dis, putain, en fait, j'aimerais peut-être bien connaître la langue qui me concerne, en fait, la langue de ma culture, de ma communauté. Et on te dit, ouais, pas de problème. C'est 200 balles la semaine. Alors qu'en fait, en grandissant, t'avais l'école et c'était
gratuit, à nouveau. Enfin, c'est ça qui est vraiment stressant, tu vois. Et le problème, c'est qu'on s'en rend compte souvent un peu tard. Parce que si tu commences ton parcours, si en primaire tu changes, bon, tu peux à peu près te démerder, et encore, c'est compliqué, mais tu peux te démerder pour apprendre. Imagine, tu fais tout ton parcours au collège, et là les parents ils se disent putain merde, on peut lui faire avoir des cours de langue des signes, machin et tout. Vite, on le met dans un lycée sourd. Enfin, un lycée avec parcours LSF. Le gamin il arrive, et là genre, mais moi j'ai jamais vu la langue, tu veux que je fasse quoi? Voilà. Donc, non, il faut le faire dès le début, il faut pouvoir le faire dès le début. Et voilà. À nouveau, qu'il y ait l'éducation bilingue me paraît très pertinent parce que on est dans une société oraliste. La plupart des pays, enfin tous les pays même, sont globalement à fond sur l'oralisation. On parle, on entend, on écoute de la musique, on fait des concerts, on a des signaux sonores comme les klaxons sur les voitures pour prévenir du danger. Enfin bon, beaucoup de choses fonctionnent avec le son et l'audition. Et Et donc, bah oui, apprendre à lire, apprendre un peu cette langue-là, même si c'est une langue secondaire, c'est toujours bien de la connaître un peu parce que t'en auras besoin pour évoluer dans la société. Parce que la société, elle va pas s'adapter du jour au lendemain, malheureusement. Ce serait très bien, mais bon, on peut pas s'adapter parfaitement, mais on pourrait faire des efforts. Mais ces efforts, ils vont mettre des années, des années, des années à être faits. Parce que c'est pas le seul combat qui est à mener, à mon sens. Mais attendez, par contre, c'est très bizarre parce que, en fait, ma cam est légèrement de traviole. Du coup, ça me stresse un peu. Ah, c'est un peu mieux. Donc ouais, c'est des combats qui vont prendre du temps. Donc il faut l'apprendre. Mais au moins qu'on dise, voilà, t'as le choix. Et puis après, si t'as 16, 17, 18 ans et que tu privilégies par exemple la langue des signes, vas-y. J'avais une amie qui m'avait raconté, par exemple, les parents avaient, pour leur enfant, appris la langue des signes. Ils l'avaient mise dans une école bilingue et tout. Donc elle a appris à la fois à parler et à signer. Parce qu'elle a eu quand même un peu d'orthophonie. Et en fait, en grandissant, les parents continuent à signer. Et elle parle. Et un jour, ils lui ont dit, mais en fait, pourquoi tu parles avec nous alors qu'on sait signer, tu vois? Parce qu'ils se sont dit, c'est bizarre, on comprend pas, parce que ça devrait être plus pratique. Et la fille leur dit, bah vous êtes entendant en fait. Donc vous parlez, donc je vous parle. Parce que je sais lire sur vos lèvres. Et que j'entends un tout petit peu, voilà, avec mes appareils. Par contre, à l'école, je vais faire que de signer. Et c'était très marrant parce que les parents étaient un peu déçus et en parlaient à ma collègue justement. En mode putain, mais nous on voulait signer. Et la collègue qui dit bah ouais, mais en fait c'est elle qui choisit, enfin elle choisit son mode de communication. Tu peux pas lui imposer. C'est très bien par contre de lui avoir proposé les deux. C'est génial. Faut avoir les moyens, faut avoir le temps, et un peu de chance. Mais d'ailleurs, souvent ils veulent fermer des classes. Hein. Ça arrive que des Ulysses par exemple soient fermés dans un village parce qu'il n'y a pas assez de thunes pour financer, parce qu'il n'y a pas assez d'handicapés. Ou alors que dans des Ulysses, il n'y a pas de professeur. Il y a eu une Ulysse dans le 10e ou 11e arrondissement de Paris, je crois, où le professeur a été remplacé et ne parlait pas la langue des signes. Le nouveau prof ne parlait pas la langue des signes. Il n'y avait pas d'interprète, rien. Juste, c'était des élèves sourds sans langue des signes. Voilà, sans accessibilité. Ça, t'as l'impression que ça passe sous le nez de Blanquet. Blanquet, il voit passer ça, il fait ah, c'est pas cool. Blanquer, je sais plus. Voilà. Voilà. Bref, bon, c'était pas la news la plus chouettos. Mais pareil, ça fait toujours partie des news importantes, quoi. C'est important de se rendre compte que des fois c'est un petit peu la merde. Bon, attends, ça me stresse, je vois que ma webcam n'a pas l'air centrée de ouf. Enfin, c'est pas centré que je voulais dire. Ah putain, je veux la déplacer juste de quelques pixels. Non, je peux pas. Hop. Voilà. Ça me stresse plus, c'est bon. Donc ouais, ça reste toujours des infos importantes et il faut les partager pour qu'on comprenne aussi que bah, malheureusement c'est pas fini en fait. Et que quand des personnes en disent râlent, bah, c'est à juste titre en fait. Et c'est aussi ça, faut se dire que ça c'est des situations qui perdurent. Et quand des fois on dit oui mais t'es quand même un peu énervé machin, bah ouais mais en fait ça fait 20 ans qu'ils gueulent quoi. Ça fait 20 ans que c'est comme ça, enfin quand je dis 20 ans c'est une expression, ça fait beaucoup plus que 20 ans, mais voilà, ça fait des années que les gens gueulent et tout, qu'ils essaient d'expliquer, qu'on leur coupe la parole, qu'on leur interdit de parler, etc. À un moment, bah ouais ils vont se vénérer en fait. Tu vois, ils vont être là genre bah ouais en fait j'en ai marre de me répéter parce que vous arrivez, vous me dites regardez on a fait ça, ça fait 20 ans qu'on vous dit de le faire, vous l'avez fait et en plus vous le faites mal. Enfin,
Tu vois, ça me fait un peu penser, pour vraiment te donner l'exemple de moi ce que je trouve très énervant, c'est le fameux projet, on l'a pas eu encore cette année, donc j'attends le tweet ou l'article là-dessus de The Verge, sur les gants pour parler en langue des signes. Les gants qui traduiraient la langue des signes. C'est merveilleux. T'imagines? T'enfiles des gants, une personne sourde, une personne signante signe avec toi, et t'as un, je sais pas, un petit haut-parleur où t'as des écouteurs, ça traduit tout ce que la personne te dit. Ce serait ouf. Tu vois, genre, pratique. Bon, il y a plus simple, les cours de langue des signes. Je pense que ça coûte moins cher que ce genre de gants. Et en fait, il y a une blague qui est assez populaire chez les sourds, enfin en tout cas que je vois très souvent passer, c'est que tous les ans, il y a un tweet sur ces gants, à chaque fois, et tout le monde est là genre, waouh, mais trop bien, et tout machin. Le gros problème, c'est que ça fait des années qu'il y a eu des essais de ça, il y a eu des études sur ça, qui disent que, bah en fait, c'est de la merde. C'est de la merde, pourquoi? Parce que quand on signe, alors ça dépend un peu des écoles, aux États-Unis ils vont dire qu'il y a 5 paramètres à prendre en compte, en France des fois ils disent qu'il en faut 7, 8, ça dépend. Mais en gros, quand vous signez, vous avez non seulement donc, la forme de votre main, donc est-ce qu'elle est comme ça, 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 et voilà. Donc ça c'est la forme, la position dans l'espace, est-ce qu'elle est tournée, est-ce qu'elle est vers le bas, vers le haut, vers machin et tout, est-ce qu'elle se déplace, et aussi est-ce qu'elle change de forme au passage. Donc déjà rien que ça, il faut que tu aies de quoi capter l'espace autour. Évidemment, le signe va changer selon la personne qui va signer, parce que des fois elle le fait tout petit, et parce qu'elle n'est pas dans un espace adapté à ça, parce que elle a beaucoup utilisé Zoom pendant le confinement, et c'est ce qui s'est passé. Zoom pendant le confinement, bah, les signes en fait souvent s'arrêtaient au niveau de un peu plus bas que la poitrine, donc les signes ont évolué. Voilà, tout simplement. Mais du coup, bah, c'est plus le signe qu'il y avait avant, donc si le logiciel il est pour un jour, c'est de la merde. Et surtout, il y a les expressions du visage, qui sont à prendre en compte. Pas d'expression du visage, pas d'emphase sur le signe, sens du signe qui peut complètement changer, est-ce que c'est sarcastique, est-ce que c'est sincère, etc. Et ça, pour le coup, il n'y a pas de vraie solution. Sans compter, pareil, que bah, la syntaxe, c'est pas la même. Et en fait, on voit ça, et le problème, c'est que les gens s'extasient dessus. Et les gens sont en mode, mais c'est trop bien, mais c'est trop beau, on va pouvoir communiquer avec les sourds muets, parce qu'ils disent sourds muets très souvent. Et quand t'as des gens qui leur disent, mais en fait, apprenez la langue des signes, plutôt que d'attendre après des gants qui de toute façon ne marchent pas, hein, d'accord? Ça fait vraiment des années, en fait, chaque année t'as ce tweet qui sort et t'as l'étude en général qui est postée en dessous, genre, non, ça marche pas, arrêtez, ça marche pas, voilà. Mais les gens continuent, voilà. Et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure à De Schnorr quand je disais, ça me fait chier en fait qu'on détecte qu'il y a un problème. Enfin, voilà. Le problème, c'est qu'on voit que la société n'est pas adaptée pour la surdité. On a la solution. La solution, c'est ouvrir des centres de formation, c'est sensibiliser les gens à ça, c'est mettre des acteurs sourds dans des films, c'est parler plus de surdité dans des bouquins, mettez ces personnages dans des jeux, mettez-les partout. Faites de la représentation comme vous le faites avec les valides. Et là, d'un seul coup, eh ben, il y aura moins de soucis. Il y aura moins de soucis, les gens seront plus enclins à la communication et tout, et le handicap va s'effacer petit à petit. Enfin, il existera toujours, mais il sera beaucoup moins. On sera plus dans une situation oppresseur-oppressé. Volontaire ou non, hein, d'ailleurs. Que ce soit conscient ou inconscient. Et du coup, bah, ces gants, en fait, et voilà. Et au lieu de dire, bah voilà, on ouvre tout ça, on forme les gens, on leur donne envie de se former, on leur explique un petit peu ce que c'est pour qu'ils aient quand même quelques connaissances, qu'ils aient envie de s'y intéresser. Et là, attendez, on a la solution, on a fait des gants. Je veux dire, même quand c'est des projets étudiants, voilà, c'est la thune qui doit être claquée là-dedans. Je sais pas, même un gant à même 1000 balles hein, pour le gant. À 1000 balles, moi je te forme, je te fais un petit stage express de langue des signes pour 5 à 6 personnes. Hein. Voire 7, allez. On creuse un peu, moi j'étais 7 personnes en stage pendant une semaine qui vont apprendre des bases de langue des signes, qui sont capables de te dire bonjour, ça va, il fait beau, tu vas où, t'habites où, tu t'appelles comment, etc. Donc, soyons, voilà, arrêtons de déconner quoi. Si vous êtes capable de financer ça, voilà, financez les formations des gens. Après, nous, on a le système du CPF en France, mais pareil. Parce que tu vois, j'ai beaucoup de gens qui vont dire mais moi j'aimerais bien l'apprendre. Alors, c'est très bien d'apprendre des langues pour la curiosité, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'on fait partie, là, ça fait partie des langues qui ont un combat un petit peu derrière et qui ont une histoire derrière. C'est pas comme l'anglais où tu te dis je vais apprendre l'anglais, ça me servira toujours quand je partirai à l'étranger pour regarder des séries sans sous-titres, machin. Non. Enfin, c'est bien. Ok, d'accord, il n'y a pas de. Voilà. Mais là, la langue des signes, c'est pas juste je vais l'apprendre parce que c'est une belle langue et tout. Non, non, quand tu l'apprends, t'apprends aussi tout ce qui se passe derrière et t'apprends voilà, la culture, les combats, l'identité. Ah, j'allais dire, il n'y a plus de musique. Non, non, on est à la fin de la musique.
Bref, voilà pour tout. Voilà pour tout. Écoute, ça va être. On va partir sur une fin de live. De toute façon, c'est des lives assez courts en général. Bon là, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont réagi et tout, donc forcément il y a ça. Je vais checker. Lancer un raid. Il y a personne en live. Est-ce que c'est le moment où Zikel va se réveiller et va dire attends, si, il y a machin là. Il y a machin, c'est le frère jumeau du cousin de. Ah, attends, pardon. L'anglais me permet quand même de parler. Oui, voilà. Oui. Disons que t'as une utilité, mais. Tu connais pas forcément l'histoire du peuple anglais. Ou en tout cas des anglophones. Tu vois? Oui, après, bien sûr que. Voilà. Bon, après, c'est vrai que j'ai pris l'exemple de l'anglais parce que c'est le plus commun. Et plein de gens disent souvent bah, moi, je vois pas pourquoi j'apprends la langue des signes alors que l'anglais, c'est utile. Oui, enfin, tu peux apprendre. Voilà. Ça, même moi, ça me sert. Bah, ma meilleure pote parle aussi anglais. C'est vachement plus pratique. Mais. Mais tu l'apprends juste, voilà, quand tu apprends l'anglais, bah, tu apprends les verbes irréguliers, tu apprends le futur, etc. Tu vois, voilà. Ça reste un outil, c'est une langue. Hein. La langue est un outil de communication de toute façon de base. Même le langage. Hein. Même le langage en est un. Mais c'est juste que voilà, il y a ça en plus dans la langue des signes. Et souvent, comme on ne sait pas qu'il y a une culture liée à cette langue et à cette communauté-là, ben souvent en fait on comprend pas. On se dit mais pourquoi t'es énervé parce que je fais mal les signes. Enfin bon, tu vois le délire. Écoute, je vois personne dans mes lives. Je vais regarder quand même. Attends, sur Twitch. Dans mes lives, enfin dans les personnes à raid. C'est con, on est 3-4 là, ça peut être cool. Parce que quand on est 2, on s'en branle. Ah, il y a que Kaikums, hein. Kaikums, elle est sur quoi? Chatting, oui, donc en plus elle va parler en russe, donc non. Faire Zod. Oui, non. Oui, si t'as quelqu'un à recommander, à raid, hein, pourquoi pas. Non, mais c'est-à-dire Zikel. Zikel est parti, Zikel me trompe. Zikel me trompe, il est parti regarder d'autres gens. Je le vois. Dans mes amis. Je me moque. Je suis pas sympa. Non, peut-être que dans les chaînes recommandées, il y a des gens que, genre, tu vois, je connais. Il y a quelqu'un qui fait de l'art-thérapie. Un nouveau chez moi. Je vois quelqu'un qui fait de l'art-thérapie, ça a l'air chouette. Attends. Je vais regarder vite fait, on va. Pourquoi pas? On va se la raid. Je vais regarder rapidement. Julie Nueva. Bon, c'est pas grave. Fairy Celebration. Écoute, ça a l'air joli, elle fait des petites glaces. Illustratrice. Ça a l'air chouette. Écoute. Elle était dans les recos Twitch. Donc je vais partir la raid. Hop. Voilà, il n'y a que 30 personnes et tout. Je me dis, ça fait plaisir. On va raid des inconnus, on verra bien. Eh bien écoute, merci en tout cas, comme je disais, d'être passé. N'hésite pas à rester le temps du raid. C'est cool si c'est cool. Ça aide toujours un petit peu la chaîne. Et puis bah merci à toi. Passe une bonne soirée. Je streamerai peut-être samedi, je vais voir. Des bisous.